On n'aurait pas critiqué Macron si on met dans la Constitution française, on ne fait pas l'hypocrite et on dit que vous n'avez pas le droit de parler de ça, pas le droit de parler de ça, pas le droit de parler de ça. Au moins, c'est honnête. Le problème, c'est que tu arrives ici au Maroc, on te dit on ne touche pas au royaume. Ok, on connaît la règle. Oui, parce Mais en que, France, c'était la liberté d'expression. En parce que France, c'était Charlie, le droit de blasphémer, le droit de mettre un prophète nu devant tout le monde, le droit de dire ce que l'on veut. Alors nous, quand on fait nos émissions, quand on est en France, on n'a rien fait de mal. Alors, moi, je ne comprends pas. Les gens qui s'amusent à critiquer, que ce soit le gouvernement algérien, etc., ils ont mis des lois, ils ont dit à tout le monde, on ne touche pas à l'État, on ne touche pas au sacré. Eh bien, à nous d'être en conscience, de savoir ce que l'on veut faire ou pas. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Bonjour cher ami, aujourd'hui un invité qui va tous vous toucher particulièrement parce que vous l'avez déjà tous rencontré ou au moins entendu ou vous allez reconnaître sa voix de toute façon. Voilà. Aujourd'hui, pas de mystère, l'invité c'est notre ami Abdel Zaheri. Alors j'ai l'habitude de concilier un livre avec l'invité, mais j'ai envie de dire Abdel, c'est un livre à lui tout seul, tant par ses émissions, par sa connaissance, par son érudition et son travail de recherche. Et il pourrait nous publier un ouvrage à la fin de chacune de ses émissions. Alors pourquoi j'ai invité notre ami Abdel ? Car oui, on le connaît, on connaît sa voix, on connaît ses combats, mais qui s'intéresse à l'homme, au père de famille, privé de ses droits ? Pourquoi on refait le procès aujourd'hui ? Eh ben, je te remercie, Abdel. Abdel a mis dans mes mains tout son dossier, et en l'occurrence, ce torchon rédigé par le secrétariat général du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, afin d'obtenir son expulsion, le présentant comme un danger à l'ordre public. Tout ça, on va le défaire aujourd'hui. Et je salue par avance Moussa Darmanin-Blédar pour les méthodes scabreuses avec l'argent des Français, car, oui, il n'a pas hésité à détourner les moyens de l'État pour faire d'un homme honnête un coupable. Abdel, je te remercie de ta présence avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi, Mourad. Merci à toute ton équipe. Et vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver et surtout dans cet exercice qui est inédit, puisque jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Depuis 2 ans que j'ai été expulsé, jamais quelqu'un ne m'a invité pour savoir et qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier et surtout pour voir l'horrible injustice, tu vois, même si j'ai le sourire et tout, que j'ai subi parce que c'est incroyable. C'est-à-dire que toute la notion d'état de droit s'envole et surtout toute la notion même de respectabilité des institutions françaises et de tout ça parce que c'est incroyable, je veux dire, comment on peut virer quelqu'un aussi facilement. Ton affaire, elle pose question. Je pense que tu ne dois pas être le seul, mais encore une fois, par cette émission, tu vas être l'exemple. Moi, je suis très inquiet. Pour ne rien te cacher, je suis très inquiet parce que j'ignorais l'entièreté de ton dossier judiciaire. Quand je vois ce qu'ils se sont permis de faire à l'insu de tout le monde, puisque c'est vrai que personne n'a pris le temps de vouloir vraiment s'y pencher. Moi, ça me rappelle un film que j'ai vu pas plus tard qu'hier, je crois. Il s'appelait Pile ou Face avec de Robert Enrico, avec de grands acteurs qui sont Philippe Noiret et Michel Serrault, le fameux inspecteur Baroni. Et à un moment, il a une formule très juste dans le film. Il dit, lorsqu'on demande pourquoi il est rentré dans la police, il dit « Je suis rentré dans la police pour servir l'État au départ. Je me suis rendu compte qu'il servait le pouvoir. Donc, on est amené à faire des sales trucs et donc on devient des sales flics. » Et moi, j'ai l'impression que tu as eu affaire à beaucoup de sales flics. Voilà. Je suis désolé de le dire. Je ne fais pas le procès de la police. Mais en tout cas, pour rédiger ce genre de torchon, ça pose question et on ne peut pas se dire à nouveau dans un état de droit. Alors, je rappelle une chose, mon cher Abdel, c'est que tu es arrivé en France à l'âge de 5 ans et pendant 39 ans, de manière continue, je veux dire,
Tu as une vie ininterrompue qui se passe sur le territoire national. Voilà. Tu vas faire une demande de renouvellement de ta carte de séjour de 10 ans en 2018, qui va être octroyée jusqu'en 2028. Donc ça veut dire que déjà, s'ils avaient voulu faire une enquête à l'époque et puis te reprocher quoi que ce soit, ils avaient de quoi dire, ou de ne pas la prolonger, ce qui n'a pas été le cas. Et puis, t'es papa surtout. Et moi, je me rends compte que c'est aussi toute une famille qu'on a pénalisée, qu'on a puni. 2 enfants, une compagne. Et la première question que je vais te poser, parce que elle va tous nous interpeller, c'est que, explique-nous, la première fois que tu passes devant un tribunal, une démarche du ministère de l'Intérieur qui cherche à te présenter comme un danger pour l'ordre public, donc il y a une première démarche qui est faite auprès d'un tribunal administratif. Et est-ce que tu peux nous donner là, d'abord, la première décision qui va être prise à ton endroit? Oui, alors comme tu l'as dit, bon, moi je m'appelle Abdelrazak Zahiri, j'ai 46 ans, je suis père de 2 enfants, marié et présent en France depuis l'âge de 5 ans. Donc j'ai plus ou moins été en France un citoyen, un militant engagé. J'ai été condamné 3 fois au bout de toutes ces luttes, puisque j'étais quand même un mouvement, leader de mouvement. J'ai organisé des milliers d'événements. J'étais 3 fois, mais à chaque fois, outrage et menace à agent. Donc, c'est-à-dire que sur tout mon engagement qui a duré plus de 25 ans, j'ai eu 3 condamnations et à chaque fois avec des policiers euh, dont je vous expliquerai un peu comment ça se passe sur le terrain et pourquoi j'ai été condamné. Mais sinon, je n'ai jamais été poursuivi et je n'ai jamais été condamné pour aucune des raisons qui sont données dans le dossier dont on en parlera tout à l'heure. Terrorisme, jamais. Antisémitisme ou quoi que ce soit. Et pourtant, c'est les raisons qui vont me valoir d'être exclu minimitari malgré ce que tu viens de dire maintenant, c'est-à-dire que je vais passer devant 3 juges. Voilà, ça s'appelle la COMEX. Donc, vous avez un ministre de l'État qui est là. Et moi, j'arrive à la période où ce ministre-là, il va chercher des noms de gens à virer pour dire que lui, il fait quelque chose. Nous sommes dans une France qui va mal. Nous sommes dans une phrase qui a où il y a un déni démocratique, il y a un déni de tout ce que tu veux. Et on a un Darmanin qui s'illustre en virant Hassani Kouissen, Majoubi, et puis des militants comme moi. Mais ils vont aussi faire fermer des associations, dont on l'a vu la dernière, qui est Palestine Vivra, qui a été clôturée la semaine dernière. Donc moi, j'arrive là et je suis présenté comme un mec super dangereux. Et j'arrive devant 3 juges, 3 femmes qui ont plus de 30 ans de métier et qui représentent 2 tribunaux différents. Et ces 3 femmes, ces 3 magistrates, doivent dire si la justice suit en fait Darmanin. Donc ça s'appelle la COMEX. Donc j'arrive devant elle et elle me pose toutes les questions. Toutes les questions qui me sont reprochées par Darmanin, il me les pose. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de Khazar? Qu'est-ce que vous voulez dire Rémi Daillé? Toutes ces histoires-là, terrorisme, etc. Et puis là, en même pas une demi-heure, c'est-à-dire après 2 heures et demie d'interrogatoire, mais il faut imaginer, c'est l'anticorruption, tout ça. Enfin, c'est l'anti-terrorisme, c'est tout ce que tu veux. Tu as des agents de territoire, tu as des agents de la DGSI qui sont là, et tu as des agents de la préfecture en plus. Donc, ils déposent un dossier à charge contre moi. Et puis, au bout de 2 heures et demie, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'entre le dossier et moi, il y a un monde. C'est-à-dire qu'il me présente comme un mec dangereux. Je fais des repas depuis plus de 8 ans, 300 repas par jour. Je m'occupe de gosses, j'ai des prix qui ont été décernés, Fédération française de football, Française des Jeux, etc. District de football, je suis très impliqué, j'ai des articles de journaux qui montrent que je déclare mes manifestations, que je n'ai pas de problème avec la justice, donc ils ne comprennent pas. S'il est dangereux ou pas, M. Zahiri? Eh bien, après 2 heures et demie, en même pas une demi-heure, parce que d'habitude, ils mettent 2 semaines, 3 semaines pour rendre leur verdict. Ils disent, M. Zahiri, vous attendez dehors. Donc j'attends, j'ai dit, oula, je suis mort. Parce que quand ils veulent te donner une réponse de suite, c'est soit qu'ils l'ont avant, soit qu'ils l'ont eu pendant. Mais en général, il faut réfléchir, voir les dossiers. Et j'arrive, elle me dit, Monsieur Zahiri, alors moi je regarde par terre, etc. Je suis dépité. Monsieur Zahiri, regardez-moi. Donc je la regarde, elle me dit, Monsieur Zahiri, on s'oppose à votre expulsion. Et elle me le redit une deuxième fois, Monsieur Zahiri, on s'oppose à votre expulsion. Et là, soulagement. C'est-à-dire que tu as 3 magistrats
qui vont m'entendre et qui vont faire toute la procédure de Darmanin et vont dire c'est pipeau, en gros, c'est politique. Et elles vont justifier, c'est-à-dire qu'elles vont mettre un papier pour justifier pourquoi elles donnent un avis défavorable. En gros, elle dit que M. Zahiri, sur toutes les conditions du CESEDA, c'est-à-dire du droit des étrangers, M. Zahiri, sur 6 conditions, il en a 5. C'est-à-dire, la 6e, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans un état de santé très grave et qu'on ne peut pas vous expulser parce qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire que moi, je corresponds à tous les autres. Et concernant les attaques de M. Darmanin, dangereux, blablabla, ils ont dit, ce n'est pas étayé, ce n'est pas avéré, ce n'est pas suffisamment avéré. Donc, ils avaient fait devant cette commission, ils avaient fait un petit truc de 8 pages. Tu sais, ils sont venus avec 8 pages. Et comme ils ont vu en fait que 8 pages, ça ne suffisait pas, ils vont refaire une procédure. Donc ça, c'est la 2e. Donc je vais gagner, avis défavorable. Normalement, je me dis c'est bon. Pourquoi? Parce que dans 90% des cas, on suit cette commission. Ça s'appelle la consultative. Consultative, mais dans 90%, on la suit. Tout à fait. Parce que c'est des magistrats qui disent ah non, dans un état de droit, lui, on ne le vire pas. Et M. Darmanin, incroyable, 2 mois et demi après, il décide quand même de me virer. Et là, on va passer donc devant un vrai juge administratif. Et là, rebelote. Oui, mais ce qui est important de rappeler aux auditeurs, c'est que lors de l'appel, tu ne connais pas la date de convocation, tu n'es pas présent, ainsi que ton avocat. Alors, c'est ça le truc de ouf, c'est que donc, il décide de continuer, de poursuivre. Donc, on va passer devant un tribunal administratif. Donc, je reçois finalement la volonté du ministre de absolument m'éloigner du territoire en attendant le vrai procès qui aura lieu 2 ans plus tard, parce que je représente un danger impérieux. Donc ça, il ne le disait pas la première fois. La première fois, il fallait virer M. Zahiri parce qu'il est dangereux. Et là, on revient devant le juge. Attention, M. Zahiri, il faut absolument. Le juge s'appelle M. Simonet. Donc moi, je ne veux rien dire, mais vous verrez pourquoi ça a son importance. Donc ce M. Simonet, ou cette Mme Simonet, elle va voir 2 choses dans la procédure. La première, c'est que pour moi, pour que je puisse me défendre, moi, je pouvais être présent, mais j'étais assigné à résidence. Et le procès avait lieu à Paris. Donc déjà, je ne pouvais pas me rendre à mon procès. Eux, ils vont te dire, mais c'est pas grave, c'est un procès administratif. Administratif, c'est les papiers. Ah non, il y a des procès administratifs où tu vas et le juge, il t'entend. Donc moi, déjà, je ne peux pas le faire. Donc c'est pas grave, mon avocat. Non, la date qu'ils ont choisie, mon avocat ne peut pas être là, c'est impossible. Parce que les avocats, ils ont aussi des procédures, ils ont des autres audiences, etc. Donc ils ont refusé le renvoi. Voilà, donc là, je vais prendre une autre avocate. Et cette avocate-là, elle a vu qu'on a gagné la Comex et tout, donc elle a fait ce qu'on fait normalement. Ce Zahiri, il est marié, il a 2 enfants, il a un travail, il n'y a pas de raison de le virer. Mais ce qui va se passer dans la procédure, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il devait rendre les papiers genre vendredi, et nous, on avait 4-5 jours pour voir ces papiers et pour se présenter devant le juge un dossier en rapport avec le document. Magie, 1 demi-heure avant le procès, le ministère de l'Intérieur envoie mon dossier. Il envoie 300 pages, 1 demi-heure avant, et moi, je me présente. Donc, l'avocate que j'ai pris commis d'office, qui me connaît à peine, elle se présente avec juste les trucs habituels. Et il est marié, il a des enfants et tout. Mais on se rend compte que quoi? C'est que le ministère de l'Intérieur, 1 demi-heure avant, il va déposer 300 pages contre moi. Donc, moi, je ne sais même pas ce qu'il allait nous dire. Et normalement, il n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on nous a fait croire? Que la juge, elle a gueulé sur le ministère de l'Intérieur. Mais au final, on voit que ça a porté ses fruits, puisque je viens d'être exclu. Enfin, j'ai été expulsé. Moi, je dis même j'ai été déporté, parce que je me considère vraiment comme un déporté politique. J'ai été déporté, non pas parce que je n'ai pas su me défendre, mais parce que normalement, on ne m'a même pas laissé en fait au moins le droit de me défendre. Ce qu'on appelle en France le principe de l'égalité des armes et le principe du contradictoire, qui est un principe constitutionnel. Ça veut dire que manifestement, et le ministère de l'Intérieur, ça ne l'intéresse pas. Je rappelle que ce fameux Moussa Darmanin-Blédard est aujourd'hui ministre de la Justice. Le même qui avait été entendu par une juge qui l'avait confondu avec les victimes présumées de viol et pour prétexte avait inventé la mort de son père. C'est dire le degré de dégénérescence mentale du personnage.
Là où c'est très important dans ce que tu racontes, c'est que ça m'inquiète, puisque normalement, elle aurait dû faire... Tu avais 2 droits, un renvoi, et il était décidé, je pense, en haut lieu, de t'exécuter et de faire en sorte que tu ne puisses pas bénéficier de tes droits pleins et entiers, comme on y ont droit tous les Français. Je tiens à rappeler, pour les auditeurs, et c'est très important, les méthodes de Darmanin le Blédard. Il faut savoir que dans un entretien du JDD, dont on mettra à l'écran une copie, hein, c'est pas mes propos, c'est pas les tiens, c'est les siens, il n'avait pas hésité à expliquer comment la DGSI, auquel tu vas avoir, hein, moi je rappelle que la DGSI en son sein a une cellule qui a dû aussi agir contre toi et qui agit aujourd'hui contre beaucoup d'entre nous, qui est une cellule qui s'appelle la cellule ALAT, qui n'hésite pas, qui est une structure extrêmement corrompue et pédocriminelle. Je renvoie à tout ce qui s'est passé dans les Ardennes en juin 2019, où un directeur de la DGSI enfermait dans un bureau qu'il avait classé secret défense à la préfecture de police des jeunes filles mineures de parents musulmans qu'il violait, torturait au prétexte de la déradicalisation, et donc de fait était protégé par des procureurs anti-radicalisation, et lors du procès n'a pas été renvoyé aux assises, comme l'avait demandé le premier procureur, n'a pas été renvoyé en correctionnel pour agression sexuelle, il a juste été condamné pour détention de milliers de vidéos et de photos pédopornographiques. Voilà ce qu'est devenu la DGSI, et je vous renvoie au livre d'Alex Jordanov, Dans l'ombre de la DGSI, un livre qui a largement irrité la DGSI et qui a valu à Alex Jordanov d'être cueilli à 6h du matin chez lui. Donc, M. Darmanin, dans le JDD, dit qu'il a manipulé les juges des libertés et a utilisé les visites comme moyen de rétorsion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est toujours manifestement assuré de ne pas respecter le droit, l'état de droit. C'est encore une énigme, le fait qu'il soit ministre de la Justice. Et vous savez comme moi, en tout cas, chers auditeurs, cher Abdel, qu'il protège un réseau pédocriminel qui s'en sont pris à mes enfants, qui s'en sont pris aux enfants de France qui ont été envoyés dans les réseaux Epstein, ainsi que dans les réseaux Palmade. Pourquoi je rappelle tout ça à nos auditeurs ? Parce qu'il y a un point très important dans l'affaire d'Abdel, et Abdel a eu la modestie pendant ces 2 années de ne pas l'évoquer, c'est que ça va aller très vite. Et c'est ça qui est assez déconcertant. On voit qu'aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de renvoyer des terroristes. Et là, vous avez un homme très engagé dans les œuvres caricatives. Il a la modestie de ne pas le rappeler, mais effectivement, j'ai lu le dossier en entier. Tu as financé, distribué, cuisiné toi-même des centaines de repas par soir pour les fameux repas de Salem. Effectivement, ton engagement auprès des enfants, des plus jeunes, bénévolement, souvent, les actions sociales de défense des droits humains, par rapport aux Gilets jaunes en l'occurrence, où tu as quand même été condamné à 4 mois de prison ferme au prétexte d'une injure à détenteur de l'autorité publique. Or, on sait tous aujourd'hui que ce fameux commissaire t'avait lui en premier menacé, et il était au fait que tu l'avais filmé en train de tabasser de jeunes militants. Donc ça explique que le pourquoi de ta condamnation aussi, c'était une vengeance politico-policière en tout cas. Là où je vais revenir sur un point qui est très important, c'est qu'on va rentrer dans le détail des faits qui te sont reprochés, puisque tu vas devenir journaliste en l'occurrence. Et effectivement, moi j'étais assez étonné de comment ils interprètent ce que tu fais. La vérité, elle est simple, elle est une. Et là, quand on lit la fameuse requête du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, ce sont des fiers menteurs. C'est que, par exemple, quand tu emploies le mot khazar, ils transforment ça en mot juif. Ils te prêtent des expressions que tu ne tiens pas toi-même. Et là, franchement, je trouve qu'il y a quand même certaines libertés sur lesquelles, normalement, le juge du tribunal administratif, quand bien même il y avait 300 pages de torchons, de mensonges, on voit très bien qu'ils mentent à chaque fois, aurait dû dire non, contentons-nous de la vérité. Voilà. Effectivement, tu montres à l'écran ce rapport.
Moi, j'avoue être tombé des nues. Donc, il y a une chose qui est très importante, c'est que tu vas être mis dans un centre de rétention à Nîmes, si je me trompe. Oui, je suis à Nîmes. Alors là, s'il te plaît, il faut Là, absolument... c'est juste avant d'être viré, donc on est détenus. Et en fait, 3 jours après, ils avaient déjà un ordre d'expulsion, ils avaient tout. Et moi, en fait, j'étais persuadé qu'ils ne pouvaient pas me virer pour 2 choses. La première, c'est que le consul du Maroc à Marseille n'a jamais signé. L'ambassadeur du Maroc avait dit non, je ne le virerai pas. C'est le consul. Et deuxièmement, j'avais un dossier qui était très bon. C'est-à-dire que j'ai une COMEX, mais j'ai pas qu'une COMEX. C'est-à-dire que moi, j'avais un vrai dossier en face de moi qui prouvait en fait l'inverse de ce qu'ils disent. Et c'est là où on va rentrer dans le dossier, vous allez voir qu'en fait, ils mentent. C'est-à-dire que pour me virer, en plus de ça, je rappelle aux auditeurs qu'Abdel est marié, papa de 2 enfants. Cette décision est une violation grave de son droit à une vie privée qui découle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils vont aussi s'asseoir dessus parce que ça aussi, j'y tiens. La rupture, mais apparemment c'est devenu un sport national, afin de défaire la proximité dans le cadre familial d'une maman et d'un père aimant. Ça, encore une fois, ce qui débouche aujourd'hui sur la volonté absolue de ce gouvernement de légitimer la pédocriminalité. Mais Abdel, moi, il y a un truc, quand même, rappelle-le aux auditeurs, c'est que aujourd'hui, on voit incapable d'arrêter les terroristes qu'ils produisent. J'assume mes propos. Et là, toi, d'un seul coup, t'es l'homme à abattre. Alors, c'est le consul du Maroc, effectivement, il n'a jamais... C'est pas qu'il refuse, si j'ai bien compris le dossier, c'est qu'il n'a jamais signé ton ordre de départ. Le consul du Maroc avait pris l'engagement, en tout cas, il nous a dit, moi, je ne signerai pas son extradition. Pourquoi? Parce qu'en fait, non, c'est qu'on lui avait amené tout un tas d'éléments qui lui montrent qu'il ment. C'est ça, merci. Et moi, j'avais la garantie, déjà, à partir du moment où tu n'as pas le consul qui signe, t'es foutu. Et en fait, je vais être trahi. Alors, le consul dira après, moi, il n'est jamais venu dans mon dossier, j'ai jamais signé l'ordre. Et en fait, il va expliquer que c'est arrivé dans ses services. Donc, au consulat du Maroc, du consulat du Maroc à Marseille, je vais arriver comme un clando, en fait. C'est-à-dire comme quelqu'un, parmi tant d'autres personnes, qui, en fait, est sans papier. Et cette personne va donner le signe. Mais moi, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas la langue de bois, pour moi, c'est une trahison. Ils m'ont trahi parce qu'Abdel Zahiri, on savait qui c'était. On avait assez alerté sur mon cas, etc. Et notamment au niveau même de l'ambassade. Donc, il faut dire un chat, ce qu'est un chat. Ils m'ont laissé tomber et après, ils ont trouvé une excuse pour dire mais non. Mais moi, pour moi, je peux te dire ce qu'ils ont fait, c'est honteux. Voilà. Donc, je le dis, au moins, c'est clair. Donc, déjà, j'avais ça. Donc, moi, je n'étais pas préparé à ça, alors qu'ils avaient déjà tout mon ordre d'extradition qui est fait. Mais là où ça va encore plus pervers, c'est que je devais passer devant un juge des rétentions à 8 heures, quand j'étais au centre de rétention à Nîmes. Et le juge, à 8 heures, dans 99% des cas, il me relâche. Parce que déjà, il relâche des sans-papiers qui sont irréguliers, dans beaucoup de cas. Alors, un mec comme moi qui est marié, ses enfants, avec une COMEX et avec tout un dossier, le juge, il va dire, vous êtes fou, quoi. Vous croyez que je vais le laisser en prison, lui, ou quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à 3 heures du matin me chercher. Alors, tu as, c'est important de le préciser parce que tu dis, ils sont 3 policiers, que moi j'estime 3 policiers. Moi j'estime 3 policiers voilà. qui manifestement n'ont pas de cerveau, qui ont décidé d'agir pour ordre. Donc, non, eux, ils sont dégoûtés, eux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils m'ont dit comment revenir. C'est-à-dire, eux, ils m'ont dit, écoute, c'est dégueulasse ce qu'ils t'ont fait. C'est-à-dire que ces policiers, d'ailleurs, comme tout le monde, même au centre de rétention, ils étaient dégoûtés pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils voient très bien. Ils voient très bien quand est-ce qu'on a affaire à des gens dangereux et quand est-ce qu'on a affaire à des gens qui ouvrent leur gueule. Alors, tu nous rassures, parce qu'effectivement, on a tendance à croire, parce que ça existe aussi, comme disait dans le film, sale truc, donc sale flic. Là, en l'occurrence, tu as 3 flics, on va dire honnêtes, qui, je pense que c'est la majorité, je le rappelle, qui vont venir te chercher à 3 heures du matin, mais en même temps, ils savent très bien que s'ils viennent te chercher à 3 heures du matin, c'est que tu dois être devant un juge à 8 heures du matin, parce que... Exactement. Où ils t'emmènent? C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, parce que moi, j'avais un avion, ils m'ont pris un avion à partir de Paris. Ils auraient pu me prendre un avion à partir de Nîmes.
des avions qui vont à Casablanca. Alors attends. D'abord, il faut applaudir Gérald, il faut applaudir Moussa Darmanin El Blédar. Parce que là, franchement, il faut vraiment l'applaudir. Parce que Moussa Darmanin El Blédar, détourner à ce point les moyens de l'État et créer de tels dysfonctionnements dans nos services à tous les niveaux et impliquer des policiers quand même qui ont prêté serment à un code de déontologie et leur faire l'exact inverse de ce que le droit et la réglementation française leur demandent, il faut vraiment être un véritable parasite pour ce pays. Donc les policiers te prennent... Alors ça a coûté 6 000 euros, moi, de m'extrader, les 3 fonctionnaires, moi, les 2 avions, etc. Donc c'est 6 000 euros rien que pour moi. Mais là où c'est dégueulasse, parce que moi, les 3, ils sont venus que pour moi. C'est-à-dire que les autres, c'était pas les mêmes agents. T'es un homme dangereux, hein. Et ils avaient la camisole, ils étaient prêts à mettre la camisole. Alors j'aurais pu faire une manœuvre désespérée pour rester. Mais quand on a de la dignité, à un moment donné, on fait face. Donc je n'ai pas voulu faire aucune de ces manœuvres. J'aurais pu crier dans l'avion, j'aurais pu faire tout un tas de choses pour retarder l'avion, etc., etc. Mais moi, je suis pas ce genre de mec à faire le pipeau. Mais les auditeurs n'entendent pas ce qui s'est passé parce que, en vrai, tu es pris du centre de rétention de Nîmes à 4 heures du matin. Et en vrai, à Paris. Ils ils t'accompagnent eux. Je vais rester 6 heures, 7 heures dans une cellule à Paris. À Paris. Et pendant ce temps-là, le juge que tu dois voir à 8 heures du matin. Il croit que je suis au centre de rétention. Voilà. Puisque ma femme va l'appeler. Et on pleure. Vous l'avez amené où? Vous l'avez amené où? Mais madame, ne vous inquiétez pas, il est au centre de rétention. C'est-à-dire que Gérald Darmanin, le blédard, il est intervenu à l'insu de la justice. À l'insu de la juge. Et d'ailleurs, mon avocat va me dire, la juge, elle était furieuse. Mais évidemment, comme on est dans quelque chose qui dépasse le cadre magistrat, ben évidemment, elle a pu que être furieuse, mais ça n'a rien changé. Au final, je vais être expulsé. Mais là, vous avez remarqué que ce que je vous ai dit, c'est juste sur les 3 policiers. 3 policiers. Il y a juste un point que tu vas. Les policiers, quand même, moi, je me pose quand même une question, parce que les policiers... Non, mais c'est des salauds, ce que j'allais te dire, c'est que eux, ils sont dégoûtés de ce qui m'arrive, mais c'est des salauds. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde bien ce qu'ils m'ont fait, ils ont bafoué tous mes droits. Premièrement, ils m'ont fait signer des tas de papiers qu'ils m'ont remis. Ils ont gardé tous les papiers. Je suis renvoyé au Maroc et je ne peux même pas dire au Maroc pourquoi je suis là. C'est-à-dire que le Maroc, c'est même pas ce qui est là. C'est dans un deuxième temps, quand je suis arrivé au Maroc. Mais quand on vire quelqu'un, on lui donne des papiers puisqu'on vient de le virer. Exprès, ils ont gardé tous les papiers parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Donc, j'insiste. Donc, ces 3 cases vides, c'est-à-dire... policiers sans cerveau, il y a une chose qui est très importante que j'ai oublié de rappeler aux auditeurs, c'est quand ils viennent te chercher à 4 heures du matin, il faut bien un prétexte. Et ils prétextent qu'ils vont te changer de cellule. Ils ne te disent pas qu'ils vont t'emmener à Paris. En fait, ils me disent on te change de cellule et après ils me disent tu n'as pas le choix. Ou tu fais le malin et on va te neutraliser, ou tu viens de ton plein gré. Quelle honte cette police nationale, mais quelle honte. Donc, moi, quand je suis là, je dis qu'est-ce que je fais? Le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que j'ai été violent envers eux? Ah oui, bah là, tu n'as aucune chance. Et là, je vais dire, voilà, ils vont trouver un prétexte pour dire, oh, on a bien fait de le virer, c'était un violent. Ouais. Et comme je sais que les caméras ne vont pas marcher, mais moi, je rappelle qu'ils ont pris mes papiers, ils les ont gardés, mais ils n'ont jamais remis. Mais alors, comment tu peux... Dans l'avion, ils ont déchiré des papiers, à moi, dans l'avion. Donc, comment tu peux dire à un moment qu'ils ont été corrects? Ils ont juste été corrects sur la forme, ils ont dit monsieur, voilà, mais sur tout le reste... C'était la police criminelle. Il faut préciser aux auditeurs, un mot est un mot. On refait le procès. Les Français ont pendant eu trop longtemps confiance dans, le régalien de l'État français. C'est-à-dire, à la rigueur, on ne s'occupe pas de la police, elle fait son job. On ne s'occupe pas de la justice, elle fait son job. Aujourd'hui, on se rend compte, d'ailleurs, à travers toutes ces émissions, tous les précédents invités, nous sommes dans un État qui a la corruption à tous les niveaux. Là, pour le coup, on a pire que tout. C'est un ministre qui détourne les moyens de l'État pour s'en prendre à une personne particulière. Je veux dire, même à l'époque de certains rois, ça ne se faisait pas à l'égard d'un lambda du peuple. Là, on a quelqu'un qui va à l'insu des juges. On a des policiers qui vont mentir et prétexter pour te faire sortir de la cellule. Les mêmes policiers qui ne vont pas te rendre tes papiers. Les mêmes policiers qui vont s'assurer, et là, je dis aux auditeurs, l'homme que j'ai en face de moi, à qui je m'adresse, est un sans-papier, un sans-identité. Darmanin, le blédard, comme il savait que
le consul de Maroc n'avait jamais signé d'ordre de départ. Donc, pour pouvoir l'expulser, ils ont inventé que Abdel, qui résidait en France depuis plus de 39 ans de manière continue, qui avait eu le renouvellement de sa, je le rappelle, de sa carte de séjour jusqu'en 2028, il est connu, il est une entité administrative. Monsieur Darmanin, le blédard, j'ai pire envie de dire, Monsieur Darmanin, le criminel. Écoutez-moi bien, Monsieur Darmanin, vous ne me faites pas peur. Vous faites peut-être peur à quelques dissidents et quelques pseudo-complotistes, mais moi, vous ne me faites pas peur. Vous en êtes pris à mes enfants, donc pour moi, vous êtes rien. Et je ne suis pas de nature à vouloir serrer la main à des types dans votre genre. Là, je suis en train d'expliquer à la France entière que dans le cas d'Abdel Zahiri, vous vous êtes comporté comme un criminel. Vous l'avez défait de tous ses droits et vous êtes allé jusqu'à tromper des juges. D'ailleurs, vous étiez déjà vanté dans un article du JDD il n'y a encore pas très longtemps. Donc, vous avez fait que M. Zahiri soit expulsé comme un sans-papier en stoppant sa carte de résident. Donc, effectivement, comme tu es sans-papier, quand tu arrives au Maroc, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive au Maroc, j'arrive avec plein de sans-papiers. D'un coup, ils me voient. Donc, ils nous mettent en attente et ils nous posent une question. Par où vous êtes passé ? Je suis passé par nulle part. Arrête de mentir. Non, non, j'étais en France, je suis un marié en France, j'ai truc. Arrête de mentir. Ah, tu veux mentir ? Ils m'ont laissé dans une pièce. Et c'est 11 heures après, j'étais en train de lire un bouquet de... Ah, tu lisais un livre, un peu Je sensible. lisais un livre, mais c'était sur livre et mondialisation. Et en fait, parce qu'il y a eu une garde après, donc ils ont eu des nouveaux. En gros, ils m'ont dit, écoute, on va pas se fatiguer avec toi, tu t'occuperas avec l'ancienne. Et quand c'était les anciens, quand ils ont vu le livre, ils m'ont dit, oula, lui, c'est un cerveau. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui a les mêmes idées que nous. Sur la vaccination, sur tout ça. Et en fait, le mec, il a compris que c'était n'importe quoi. Et c'est lui qui va me donner les papiers et qui va me permettre, en fait, de sortir donc parce que j'ai été arrêté à l'aéroport. C'est-à-dire que je n'étais même pas encore au Maroc. Tu es dans une pièce là-bas, tu es arrêté. Et c'est là qu'il va me dire, écoute, c'est politique ce qu'ils t'ont fait. Donc, il m'a redonné de quoi faire mes papiers, etc. Et il m'a encouragé à faire mes démarches judiciaires, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu aller librement au Maroc. Mais la France, tellement hypocrite qu'ils sont, ils n'ont pas donné le papier officiel. On reproche à M. Zahiri ça, parce que le Maroc aurait pu dire, ah non, 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 vous le gardez. Alors, et donc, ils ont inventé un subterfuge pour dire c'est un sans-papier. Maintenant, moi, je suis écœuré que les gens ne respectent pas leur parole parce que j'avais la parole et la parole, ça compte pour moi, que je n'allais pas être extradé. Au final, j'étais extradé, donc ils pourront sortir toutes les excuses qu'ils veulent. Mais pour moi, c'était une trahison déjà de la part déjà des institutions qui étaient à Marseille. Et donc, quand j'arrive au Maroc, bon, ok, j'y suis, mais on va s'apercevoir qu'en fait, comme ils ont fait dans ma procédure, ils vont faire dans mon dossier. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai été viré ? Pour deux raisons. La première, c'est que je suis lié au terrorisme. Donc moi, je vais prendre les armes contre la France. Moi, je suis un terroriste parce que je ne dénonce pas le Hamas. Et moi, je suis un terroriste parce que je fais la promotion de Mohamed Merah. Alors là, il faut que je vous montre donc, dans les dossiers, justement, je vais pouvoir vous montrer une des choses que vous allez trouver flagrantes. C'est-à-dire que le mensonge, je n'ai même pas besoin de forcer pour vous montrer à quel point il ment. Donc là, je vais aller dans mon dossier. À un moment donné, dans mon dossier, vous allez voir que j'ai réglé. Il est dit que j'ai organisé une manifestation en l'honneur de Mohamed Merah. Rien que ça. Sauf que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que moi, j'ai fait des manifestations contre Mohamed Merah. C'est-à-dire que dans le dossier, il y a écrit que moi, j'ai fait une banderole « Nous sommes Mohamed » en l'honneur du tueur de Toulouse et de Montauban, donc Mohamed Merah. Alors que moi, j'ai fait une manif pendant plus d'1 an pour Mohamed El Makouli. Mohamed El Makouli tué de 17 coups de couteau par quelqu'un qui a dit « c'est moi ton Dieu, c'est moi ton islam », qui a cassé la porte après les attentats et qui lui a planardé de 17 coups de couteau. Donc nous, on a fait des manifs, on a fait une banderole, nous sommes Mohamed. Et le ministère de l'Intérieur, hypocrite qu'il est parti dire que, en fait, j'étais en train de faire la promotion de Mohamed Merah. Donc là, dans le dossier que je t'ai envoyé, à un moment donné, je vais te le partager, à un moment donné, tu vois ça. C'est-à-dire, donc là, je l'ai partagé. Non, ça, c'est les liens utiles, ouais, ce qui était au début. Là. Alors, justement, donc on descend ici, là, dans ces deux encadrés, en fait, il est dit, ici,
Donc, vous ne l'aurez pas en entier, mais je vais le mettre pour témoigner sa solidarité avec Tariq Ramadan. Il a déployé des banderoles arborant le slogan Nous sommes Mohamed, dévoyant le slogan né à la suite des attentats du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo avec le prénom du terroriste qui a commis les attentats. Ils sont allés dire à des juges que moi, Abdel Zahiri, je soutiens des terroristes, des attentats. Mais regardez en bas, ça c'est la banderole Nous sommes Mohamed. Et en bas, je vous ai mis des liens. Dans un de ces liens, c'est quoi? Mohamed El Makouli, tué de 17 coups de couteau. C'est-à-dire qu'ils ont menti exprès. C'est un sport national, les faux en écriture. Oui, alors, t'as lui qui veut pas marcher. Ils ont menti exprès en disant que moi, j'étais un soutien de Mohamed Merah, alors que moi, j'ai fait des manies pour un monsieur qui s'appelle Mohamed El Makouli. Et du coup, dans la procédure, je t'ai envoyé, je ne sais pas si tu l'avais vu, je t'ai envoyé du coup aussi une vidéo. Et cette vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, c'est une vidéo qui est en train de dire clairement, dans une manifestation que j'ai organisée, je vous laisse écouter la teneur de la vidéo. Et de Daesh, et de Tsahal, et de Merah, Koulibaly, de ces fachos. C'est-à-dire que je suis en train de dire, il y en a marre de ces Koulibaly, de ces Merah, de ces fachos, il y en a marre de tout ça, de cette injustice. Je suis en train de faire une manif pour dire l'inverse. et j'ai 1 an de mobilisation pour Mohamed El Makouli. Eh bien, l'État, Darmanin, a voulu faire croire que cette banderole, c'était pour Mohamed. Je rappelle que c'est pas seulement Darmanin el-Blédar, hein, c'est tout son secrétariat général, puisque c'est le document, je l'ai sous les yeux, la requête a été faite par son secrétariat général. Je rappelle que ça a été les pièces fausses qui sont rapportées, le sont par des policiers de la DGSI, Direction Générale des Services Intérieurs, peut-être par la structure des pédocriminels, hein, ceux qui sont probablement recrutés avec la photo d'un enfant et voir si à la suite de ça ils ont une érection ou pas, tellement ce sont des grands salopards. Je vois que c'est signé par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques. Hein. On a affaire à de grands criminels dans ce pays, à une véritable mafia, à des gens qui font tout pour fracturer les Français. Je tiens à rappeler que c'est l'État français qui embauchait Mohamed Merah. Moi, je le dis publiquement. Mohamed Merah travaillait pour les services français. Je rappelle que la signalisation exacte par des témoignages réels concernant celui qui avait tiré sur les policiers, les militaires, était décrit comme un homme aux yeux bleus et une cicatrice sous l'œil. Quand on voit la tête de Mohamed Merah, je veux dire, on en est loin. C'est l'enregistrement de Mohamed Merah qui a été reconnu partout. Qui a été retranscrit, oui. Qui a été retranscrit avant qu'il y ait l'assaut où il parle avec son agent traitant. Mohamed Merah, bizarrement, pour un jeune garçon de Toulouse, sans envergure, sans véritablement de culture générale, s'est retrouvé à visiter de nombreux pays. Je rappelle qu'il a été arrêté en Afghanistan une première fois. Puis il est passé aussi par Israël. Donc c'est quand même très curieux pour un djihadiste. Et puis je rappelle que dans l'affaire du prêtre qui a été égorgé, les 2 odieux criminels qui ont commis cet acte ignoble étaient en lien avec la DGSI. Il faut savoir que les services auprès de la préfecture de police de Paris, service secret, enfin l'unité, a antidaté un document pour faire croire qu'ils n'étaient pas en contact avec eux, quand même. Celui qui a commis l'assassinat d'un enseignant, paix à son âme, dans le nord de la France, était encore la veille avec des agents de la DGSI. Donc ça a été quand même rapporté. Et il n'en est rien. On fait en France comme si de rien n'était. Et puis Abdel, notre cher ami Abdel. Oui, donc ils disent que j'ai fait une banderole pour lui, ce qui était totalement faux. Donc j'ai les preuves, et j'ai les preuves pendant plus d'1 an dans lesquelles j'ai fait des manies pour Mohamed El Makouli. Et en plus, regarde ce qu'ils ont aussi, qui n'ont pas voulu, genre, regarder, c'est que moi, quand il y a eu les attentats, c'est-à-dire que moi, j'étais, je vais te partager cette vidéo, c'est-à-dire que moi, Abdel Zahiri,
j'ai organisé une manif pour les victimes. C'est-à-dire que moi, ici, tu as eu les attentats. Et de suite après, qu'est-ce que tu as en plein, j'allais dire, en plein sous la grêle, hein, tu vas voir, il y a la grêle carrément. Donc là, j'invite tout un tas de gens à venir se recueillir pour les victimes. Et regarde, en pleine tempête. Avec le drapeau français. Au Avec le drapeau au moins, français. toi, tu l'honores plus que Darmanin et sa bande de voyous. Sa Et c'est bande pour de ça que criminels. quand il te dit que moi, Jean, je suis du côté des terroristes, eh ben ça n'a pas marché devant 3 juges. Mais quand il le présente à Madame Simonet, elle n'a aucune version de moi. Parce que même moi, je ne connaissais pas le dossier. Une demi-heure avant, ils envoient un dossier. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Simonet? Elle a dit, mais c'est quoi ce fou? C'est quoi ce dangereux? Ben, bien sûr, monsieur Darmanin, je vous donne le feu vert. Mais Madame Simonet, elle a juste oublié en tant que magistrate qu'il fallait respecter le contradictoire. Manifestement, c'est aussi devenu un sport national dans ce pays où des juges sont au service des criminels. Je ne suis pas surpris. En tout cas, pour te... Mourad, si tu le permets, un autre truc qu'ils ont mis dans la procédure. Donc là, je vous ai montré un mensonge concernant déjà mon niveau par rapport au terrorisme. Et regarde ce qu'ils ont dit à un moment donné. Nous sommes là dans le dossier des 300 pages que je t'ai remis. Dénonce le satanisme et la pédocriminalité des élites mondiales, lesquelles bénéficieraient du soutien de l'ASE. Milite contre le pass sanitaire, présente la vaccination contre le Covid-19 comme inutile, néfaste pour la santé, poursuivant des desseins occultes, traçage de citoyens, génocide, etc. S'alarme contre l'érection du nouvel ordre mondial et présente l'épidémie du Covid-19 comme une pandémie orchestrée par les sionistes. Et ils ont rajouté les juifs khazars. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas parlé de juifs khazars. Ils ont rajouté ce petit mot, tu sais, les juifs khazars, afin d'amener la venue du Messie. Alors moi, j'assume qu'en tant que journaliste, d'ailleurs, dans lequel je te montre ma carte de presse, parce que dans toute cette histoire-là, je veux dire, le fait que je sois journaliste, tout le monde, on dirait que, ben non, mais qu'est-ce qu'il est journaliste? C'est quoi cette carte bidon-là? Donc moi, j'ai été journaliste, d'accord, pour les alerteurs, mais j'étais dans un journal allemand qui s'appelait L'Unité. Et ça, c'était mon truc de journaliste. Donc c'était ma carte officielle. Donc moi, quand je reçois des gens, je me suis dit, ben, en tant que journaliste, j'aurais droit à un traitement minimum. Liberté de la presse. Rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, toutes les émissions que je l'ai fait dans le cadre de mon journalisme. J'interviewe des personnalités comme toi qui ont quelque chose à nous dire. Et à la fin, en fait, on me reproche d'avoir fait le journaliste. D'ailleurs, petite parenthèse, ça va être relevé aussi par ton avocat, et ça je le comprends, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent des extraits comme ça, il précise jamais le contexte, il dit jamais le travail des journalistes, il les invités pluriels, il ne les cite pas entièrement, il n'est pas fait état des détails qui en l'espèce sont très importants vu les sujets traités, puis la variété des interviewés. Il est mentionné des vagues indications sur les dates qui ne sont attachées à aucun propos réel, précis, mais j'ai envie de dire, la juge, elle aurait pu le voir, bien sûr. Elle a fait exprès de ne pas le voir pour t'exécuter à la demande du blédard criminel, qu'est Moussa Darmanin. Parce que d'ailleurs, en plus de ça, c'est quand même assez incroyable, hein, qu'il appelle les gens d'origine, et ça, c'est manifestement Gabriel Attal qui l'a rapporté à des journalistes, les blédards ne seront pas là le jour du deuxième tour. C'est dire le mépris et le racisme ancré dans son être le plus profond, lui qui attend à s'excuser, surtout à l'endroit de certaines femmes qui ont eu à le croiser. Et ça ne l'a pas dérangé quand il était patron de la police, ne pas démissionner pour permettre aux enquêteurs de police de pouvoir bien faire leur travail. Alors il était en même temps le supérieur hiérarchique pendant qu'ils enquêtaient sur lui. Voilà où on en est arrivé en France. Et je voudrais que tu parles aussi de cet épisode avec l'affaire Daillet. Alors, Rémi Daillet, donc dans le soutien au terrorisme, il y avait évidemment cette fable, comme quoi moi j'ai arboré le nom Nous sommes Mohamed, ils ont dit Mohamed Merah. Eh ben non, c'était Mohamed El Makouli. Ensuite, ils ont dit il n'a jamais condamné le Hamas. Ouais, attends, petite parenthèse, je rappelle que dans le cadre de l'affaire Daillet, ils ont profité. Et ça, c'est une technique employée en France depuis la médiocrité et la mise en place de l'antiterrorisme français. Autant à l'époque, tu avais des juges extrêmement compétents, comme le juge Thiel en l'occurrence,
Van Runebeck, qui nous a quittés il y a peu. Et autant aujourd'hui, tu as un magma de juges que tout le monde reconnaît comme étant extrêmement incompétents sur ces questions. Moi d'ailleurs, au moment où on se parle, il faut savoir que des agents de la DGSI, pédocriminels de la DGSI, donnent pendant les partouzes les endroits où vont avoir lieu les attentats terroristes. C'est la preuve qu'ils sont en contact avec les fameux djihadistes. Mais ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, l'antiterrorisme sert à faire des coups de filet contre des lanceurs d'alerte. Et en l'occurrence, l'affaire Daillet, le coup qu'ils ont vraiment réalisé, c'était d'essayer d'atteindre l'avocate Virginie Desarrojo, où la procédure est toujours en cours, où ils ont tellement rien contre elle que maintenant ils essayent de créer une jurisprudence extrêmement dangereuse en France qui consisterait à faire croire que l'avocat peut épouser les thèses de la personne qui défend. Ça veut dire que si demain cette jurisprudence passe à travers des juges criminels au service de ce pouvoir criminel, il n'y a plus un avocat qui voudra défendre un lanceur d'alerte parce qu'on dira mais si vous le défendez, c'est parce que vous épousez ses idées. Et donc l'affaire Daillet, c'était, bien sûr, tu as fait partie de ce coup de filet, et tant d'autres, mais Virginie Desarrojo, que je salue, et saluons tous son courage, a été une victime collatérale. Donc il y a eu l'affaire Daillet, après il y a eu l'affaire Stéphane Blais. Alors attends, dans l'affaire Daillet, ils ont osé dire que moi je voulais prendre les armes, etc. Mais justement, là où encore ça ne tient pas la route, c'est que moi, on a tous ces enregistrements, je lui ai fait une interview. Dans cette interview que je vais vous montrer de suite maintenant, vous allez voir deux choses. La première, c'est que moi, comme ma façon de faire du journalisme, ça a été de ne pas m'inscrire justement en punchline. C'est-à-dire quand je reçois des invités, j'ai envie de comprendre leur substance. Donc là, je reçois Rémi Daillet. Vous allez voir donc la présentation du départ et surtout la finalité. Pire que Mitterrand, ce fut Chirac. Pire que Chirac, ce fut Sarkozy. Pire que Sarkozy, ce fut Hollande. Et pire que Hollande, vous le voyez, c'est Macron. Et au prochain, vous regretterez Macron, je vous le prie. Donc là, je suis en train de faire une interview d'un gars. À un moment donné, il fait un documentaire et dit « Je vais arrêter la franc-maçonnerie, je vais arrêter les pédos et tout. » Moi, j'ai dit « Ouais, génial !» Et en fait, c'est cette phrase-là. C'est-à-dire parce que j'ai dit « génial », en fait, ça voulait dire que j'étais d'accord avec lui, mais pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand vous allez regarder cette affaire Rémi Daillet, et notamment à la fin, c'est-à-dire que là, j'ai fini l'entretien, et là, vous allez voir donc mes conclusions avec lui. Et dans mes conclusions, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de Rémi, c'est le top, il faut tous qu'on vote pour lui et tout. Non, vous allez avoir quoi ? Vous allez avoir quelqu'un qui vous dit, écoutez, faites-vous votre propre opinion, tatati, tatata. Et c'est là où je ne comprends pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que n'importe quel juge qui va regarder mon truc, il voit bien. On est en train de parler justement, est-ce que les musulmans ou pas peuvent suivre Rémi Daillet ou toute une stratégie qui serait mise en place pour dégager l'ordre mondial? Mais oui, mais ça ne peut se faire que si on y retrouve aussi notre intérêt, à savoir la liberté de conscience, la liberté de culte. Alors évidemment, oui, attendez. Alors c'est le même Rémi Daillet qui a dit on va mettre tous les musulmans dans un stade. Et en gros, celui qui rentre pas dans le rang, je sais pas ce qu'on lui fait, on le dégage, etc. Le mec qui voulait être le roi, etc. Donc moi, je n'ai jamais été un pro Daillet. J'ai été quelqu'un qui lui faisait une interview, mais j'ai été, comme tous les interviews, enfin les personnes que j'ai reçues, le respect de ce qu'il pensait. Voilà, il pense comme ça, il fait ce qu'il veut. Eh bien, l'État a fait tout un pamphlet pour dire qu'en fait, je faisais partie du groupe de Rémi Daillet, donc que j'étais potentiellement, je voulais prendre des armes. Et quand vous allez voir l'interview, à aucun moment donné, je ne suis là à dire je vous suis, je vous soutiens, je suis d'accord avec vous. Jamais. Pareil à la télé, j'ai appris que tous ces gens-là, en fait, eux-mêmes, dans une vidéo, chacun disait qu'il est juif askénaze, juif de ci, juif de ça. Comment se fait-il que la France ait pu se faire? En fait, le grand remplacement, c'est eux qui l'ont fait. Et pourquoi la France ne l'a pas vu? Je crois qu'il ne faut pas trop explorer ce genre de questions parce que. Voilà, donc c'est des questions que je posais. Comme j'ai posé un peu à tout le monde, je les ai posé les mêmes questions à Pierre Hilard, je les ai posées à Youssef Indy, je les ai posées à Mouad El Hattab, ce mouvement, ce gens qui ont le pouvoir. Et donc, ils ont mis dans le dossier, Abdel est un adepte de Rémi Daillet, et c'est ce qui va aussi montrer le motif impérieux, c'est-à-dire que je suis dangereux, ça c'était le premier cas. C'est un adepte de Daillet qui est un pro-Mera, qui ne condamne pas le Hamas. Et donc, déjà, on a tout le côté complotiste. Et le deuxième, c'est tout le côté antisémite et tout le côté contre les juifs. Et c'est là, ça c'est la deuxième partie, mais juste je voudrais revenir à ça. En fait, ce que Moussa Dermanem a fait, ce
que ce blédard il m'a fait, c'est ce qu'il va faire ensuite après à tout le mouvement de soutien pour la Palestine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, Moussa Darmanin, il n'en a rien à foutre du droit. Lui-même, il ne le respecte pas. Lui-même, quand tu vois, il rend des services à des gens pour leur demander après de coucher avec. Tous les gens qui l'ont côtoyé, notamment les documentaires qui ont été faits par Blast, etc., ils montrent que c'est un mec sans pitié, qui trahit tous les siens, etc. Donc ce gars-là, qu'est-ce qu'il s'est dit? On ne respecte pas le droit, donc toute ma procédure, elle n'est pas respectée. Ils mentent, et je peux prouver qu'ils mentent. C'est pour ça qu'ils m'ont fait un procès dans lequel je n'y étais pas, ni mon avocat, ni aucune des pièces qui auraient pu justement montrer à monsieur ou à madame Simonet qu'ils disent n'importe quoi. Parce que si la COMEX, elle me dit non, le juge, il ne se dit pas pourquoi une COMEX a dit non aussi facilement. Non, ils n'ont pas cherché à comprendre. Mais ce que Moussa Darmanin, en fait, il est dans une posture électorale dans laquelle il a une partie de magistrats qui lui sont acquis à la cause. Et il a profité de tout ça pour essayer, enfin, pour faire tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire on ne respecte pas le droit, parce que vraiment c'est le cas pour l'affaire Majoubi, pour l'affaire Equissen, c'est-à-dire que tellement ils n'ont rien contre eux, ils sont allés lui rechercher des affaires d'il y a 20 ans. Et moi, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont inventé un personnage que je ne connais pas. Et le côté antisémite, c'est quoi? Je reçois Stéphane Blé contre la franc-maçonnerie. Et alors, j'ai le droit? Non, mais en plus de ça, je vais revenir sur le côté antisémite parce que ça, moi qui suis absolument pas, on peut pas du tout me taxer d'être antisémite, je vais prendre fait et cause concernant ce chapitre. Il y a une chose qui est importante de rappeler aux auditeurs, aux auditrices, c'est voilà pourquoi il faut être solidaire, voilà pourquoi il faut prendre conscience quand il arrive quelque chose à une personnalité publique, ce qui était le cas d'Abdel, un journaliste, ce qui était le cas d'Abdel, c'est qu'on aurait dû tous faire corps tout de suite. Parce que les incohérences sont telles que si, même à travers les réseaux sociaux, si les mainstream n'auraient pas joué le jeu, tant pis, d'ailleurs ils ne l'ont jamais joué, ou trop rarement, là on avait de quoi exposer les manœuvres diaboliques et anticonstitutionnelles commises par un ministre, qui plus est, premier flic de France, et qui a fait de la police aujourd'hui ce qu'on découvre, c'est-à-dire à tout prix défendre l'indéfendable. Moi, j'invite vraiment ceux qui disent encore lanceurs d'alerte ou dissidents ou franchement simples citoyens, parce que j'aime à rappeler que les Français ne sont pas racistes et que l'institution, elle, est extrêmement raciste et qu'elle voue une haine particulière aux chrétiens d'abord, aux musulmans ensuite. Alors si demain, qui plus est, pourrait se dessiner une alliance entre les musulmans et les chrétiens, alors là je ne vous raconte pas. Mais entre tous les Français de bonne volonté, alors là aussi, c'est littéralement impossible. Pourquoi? Parce que d'abord, je vous rappelle que l'institution judiciaire, lors, il y a 3 ans ou 4 ans, d'un examen de réception de tous les futurs magistrats, ces derniers, parmi eux, avaient écrit la France aux Arabes, les Arabes de War. C'est pas le Français du quotidien qui a dit ça. Ce sont des gens qui aujourd'hui sont des magistrats. Donc il faut comprendre qu'au sein de la magistrature française, il y a énormément de racistes, et ça lié probablement à une formation scolaire qui fait que lorsqu'on demande leur rang de placement, ils sont obligés d'écrire ce genre d'insanité criminelle. Et puis deuxièmement, il y a aussi énormément de magistrats liés à la pédocriminalité. Je vous renvoie à l'affaire du juge Bailly à Dijon. Pas seulement ce que lui a commis, mais la peine qu'il a reçue. Ça prouve que c'est une secte corporative où, en fin de compte, on va jusqu'à excuser un pédocriminel de mettre sa fille sur un site échangiste. Alors, je te montre, si tu veux bien. Je viens viens sur l'histoire de l'antisémitisme. Ah oui, excuse-moi, vas-y, tu voulais parler de... Oui, j'allais dire, puisqu'on est factuel dans les dossiers. Alors ça, c'est le dossier de 300 pages que je t'ai remis et qui remettent au juge, mais que je n'ai pas eu connaissance. Je suis arrivé au Maroc. C'est-à-dire que ni mon avocat, ni moi n'a eu connaissance qu'il y avait un dossier là. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les livrets blancs. En gros, la DGSI fait tout un dossier sur nous, mais qu'ils ne sont pas obligés de nous donner. D'accord? Donc moi, quand j'ai été viré, je reçois ce dossier. Qu'est-ce que je vois? À un moment donné, ici, il y a un monsieur qui s'appelle Didier Ferdil, qui fait un pamphlet en disant la morale laïque. Et donc, il explique comment ça, une morale laïque, ils mettent tous des kippas. Donc ça, c'est ce monsieur qui écrit ça. Et moi, j'ai repris donc ce tweet et j'ai mis « bande de faux culs et d'hypocrites, de lâches ». Que dit le ministère? Photomontage représentant plusieurs hommes politiques français et étrangers porteurs de kippas sortis de commentaires injurieux.
as remarqué qu'ils ont dit commentaires injurieux. Tu vas voir justement ces commentaires. Un article portant sur l'engagement du Premier ministre Manuel Valls à combattre l'antisémitisme a sorti du commentaire grosse pourriture, on l'a vu. Ces publications ont suscité beaucoup de commentaires antisémites et hostiles au gouvernement. Non mais attends, en fait, ils ont montré le post que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'ils essayent de faire dire aux juges? Non, mais ce qui est grave, c'est qu'ils reconnaissent que le gouvernement est juif. Enfin, c'est quand même la DGSI qui va, par là même, dire que le gouvernement est juif. C'est pas toi. Qu'on a Madame Simonet ou Monsieur Simonet. En fait, ils sont en train de lui dire, regarde, il fait des trucs sur les juifs, alors que pas du tout. Moi, j'étais en train de parler de la morale laïque. Donc, c'est la DGSI qui est antisémite. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'il y a eu des trucs injurieux. Alors, on va lire ces trucs injurieux. Des policiers. On comprend mieux pourquoi il n'y a que les juifs qui comptent en France. C'est injurieux, ça? On comprend mieux pourquoi il n'y a que les juifs qui comptent en France. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bush, c'est le gars de la West Coast Nigger. C'est-à-dire qu'ils ont dit que mon poste, en fait, ils ont montré ce poste-là pour dire que je parlais des juifs et des hommes, etc. Alors que ça n'avait rien à voir. Mais en haut, ils disent, ce commentaire a eu des propos injurieux. Et comme tu l'as vu, il n'y a aucun propos injurieux. Ni hostile au gouvernement. Mais, Abdel, moi je connais ton dossier par cœur parce que tu as eu la gentillesse de me l'envoyer en entier. J'ai vraiment passé beaucoup de temps. Par contre, nos auditeurs, là, ils doivent être effarés parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont créé de toutes pièces, en détournant les moyens de l'État. Alors, encore une fois, chers auditeurs, vous voyez, ils ne s'amusent pas à courir après les terroristes. Il n'y aura pas d'attentat en France, si ce n'est par, je veux dire, l'intermédiaire des intégristes avec qui ils sont en contact. Voilà, donc il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On a compris vos opérations sous faux drapeau et on a compris votre volonté de faire en sorte de créer une guerre civile entre Français et musulmans. Entre tous les Français, mais tout ça serait dirigé contre les musulmans. D'ailleurs, on voit actuellement la rhétorique anti-algérienne qui va dans ce sens. Mais il y a une question que moi je me suis posée, c'est que sur la question de l'antisémitisme, parlons-en, il n'y a que de l'interprétation. J'ai vraiment regardé le dossier en entier, j'ai vraiment cherché partout. Il y a l'histoire à Rémi Daillet. Alors on invente, la DGSI dit que tu portes un casque anti-émeute et tu es armé d'une mitraillette en plastique, avec l'entretien avec Stéphane Blais, tu es porteur d'un kéfier palestinien. Donc être porteur d'un kéfier palestinien, c'est un signe d'antisémitisme. Là, ils sont quand même très inquiétants. Les pédocriminels de la DGSI qui ont rédigé ces notes blanches. On dit que tu multiplies les supports à travers lesquels tu incites tes auditeurs à un discours de haine à l'encontre de la communauté juive, sans donner lesquels, sans signifier les termes exacts. Pire, je vais découvrir qu'il va t'être reproché à un moment de dire que tu as foi en Dieu, que ta foi est plus forte que les balles. Mais là, en l'occurrence, c'est toi qui cites une personnalité juive. Par rapport à Ramadan, on vient sans armes pour l'instant, mais demain, nos enfants, 3 petits points, on sait que c'est complètement sorti de son contexte. Le fait que tu cites Meir Habib, c'est qu'on présente, que la DGSI présente comme quelqu'un qui mobilise contre la menace djihadiste. Je rappelle à Meir Habib et aux pédocriminels de la DGSI qui ont rédigé ces notes blanches que les soldats de Daesh, ça a été rapporté par la presse israélienne, ont été soignés dans les hôpitaux israéliens. Bon, et Hillary Clinton finira par avouer au Congrès que Daesh, El Nostra et consorts avaient été créés de toutes pièces par la CIA. Bon, tout ça, je veux dire, c'est tout le long. Moi, j'ai rien vu d'outrageant. En fin de compte, ce qu'on te reproche, c'est que c'est ta liberté d'expression, surtout Mourad, celle de tes invités. Par rapport à Meir Habib, c'est important ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que Meir Habib a fait un post. Moi, j'ai répondu à son post. Regarde ce qu'il dit. Aux armes, citoyens, ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos campagnes. Non, ce n'est plus virtuel, hélas. Samuel Paty décapité, colère, réveillons-nous. C'est presque trop tard. Stop à l'angélisme. Victimes. Les victimes sont, et là il va parler des islamistes, d'accord? Les victimes sont dues aux islamistes. Et là, moi, je lui ai répondu, regarde ce que je lui ai répondu.
je lui ai dit, le sionisme dans toute sa splendeur, s'il fallait prendre les armes, Ça serait d'abord pour libérer la France. Donc je parle bien de libérer la France, la Palestine et le monde de votre emprise, de votre hypocrisie et de votre folie. C'est-à-dire que le mec, il appelle à prendre les armes contre les musulmans. Non, puis attends, ce qui est très important, c'est qu'il a fait un tweet public, Oui. tweet donc public, où il a dit aussi qu'il y aurait des attentats en France et qu'il avait prévenu pour ce faire l'ancien patron de BFM, M. Drahi. Et moi, j'ai interpellé directement les ministres en poste pour dire, mais attendez, s'il est au courant qu'il y aura des attentats en France et par ailleurs, il en informe le patron d'une grande chaîne, faut l'interpeller, il faut lui poser des questions. Rien n'en a été. Tu sais, plus personne n'est dupe. La dernière sortie de Barbara Lefebvre en dit long sur la possibilité qu'ont certains, et certaines, à dire, à promouvoir le génocide. Tant que c'est des musulmans qu'il faut égorger, apparemment, ils ont moins de conscience humaine. Mais c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est passé dernièrement, il n'y a pas une larme pour ces 17 000 enfants palestiniens et ces milliers de morts. Là, j'avoue qu'à partir du moment où, pour ma part, on fait une distinction parmi les victimes, moi, que ce soit un enfant juif ou un enfant palestinien, c'est la même chose, ça reste un enfant, que ce soit un innocent, mais là, toute la branche qu'a suivi Netanyahou, et en l'occurrence en France, ils ont été beaucoup trop nombreux, ça reste une branche pour moi qu'ont suivi ce qu'avait appelé un grand penseur israélien, je précise, un judéo-nazi. Je précise publiquement que Netanyahou, au sens où l'entendait Leibovitch, un grand penseur israélien, et c'est lui qui avait employé ce terme à l'endroit de Tzahal, à un moment, lorsqu'il s'en était pris à des Palestiniens innocents, il avait employé le terme de judéo-nazi, et ce type, un brillant penseur et écrivain, avait reçu à l'époque le prix Israël. Pourquoi j'insiste là-dessus sur ce point? Parce que ça va dans tous les sens. Moi, je suis très triste aujourd'hui de voir que je suis un des rares qui, publiquement, en France, défend un projet de paix, celui qui a été initié par Ehud Olmert et l'ancien ministre des Affaires étrangères palestinien. Parce que quand tu écoutes tous les gens autour de nous, personne parle de la paix. Personne. Moi, je vois les mélancholistes, je vois les mecs, ce qu'on appelle les droitardés israélisés, les autres qu'on appelle les soi-disant islamo-gauchistes. Personne parle d'un projet de paix. Personne dit, on va être derrière un plan de paix. Ah, ou un tel est un salaud et un criminel, ou un tel est un salaud et un criminel. Moi, je crois que le monde ne marche pas comme ça. J'ai été sur des dossiers très très sensibles à la demande d'un président de la République française, qui a fait honneur à la France en tout cas sur ces questions-là, parce qu'il était prêt à reprendre son avion si on ne le laissait pas passer dans les ruelles de Jérusalem. Ça m'a valu d'être incriminé sans qu'on connaisse le fond. Alors aujourd'hui, tout le monde a rétabli la vérité, parce que j'avais été attaqué par le pédophile franco-marocain Hicham Hamza d'Ipan Hamza. J'invite, on mettra en lien la vidéo Pan Hamza Gate, qui a été remarquablement bien fait par deux intellectuels brillants, Youssef Indy et Rachid Achachi. Je rappelle qu'Hicham Hamza taxe les Algériens de sous-hommes et s'en prend directement à la famille royale du Maroc. Manifestement, ce garçon fait beaucoup de zèle pour ces agents de la DGSI qui le traitent. Mais pour revenir au fait, j'ai lu tout ça, mais les gens doivent comprendre une chose, parce que l'homme à qui je parle, cette justice, entre guillemets, cette soi-disant police Darmanin, est-ce que ce blédard incompétent, ce criminel, ce bon à rien qui est aujourd'hui notre ministre de la Justice, et je l'invite à porter plainte contre moi, s'il en a une de pair, comme dirait l'autre, parce que je rappelle que cet homme-là protège au moment où on se parle un trafic de passeports d'enfants victimes de corruption à la préfecture de police de Paris. À aucun moment, personne, même dans la dissidence, j'ai entendu quelqu'un me dire « Qu'est-ce qu'ils sont devenus les enfants de notre ami Abdel ?» Pas un. Et ça, c'est inadmissible. Et j'ai presque envie de dire, ils sont nés avant la honte. Parce que j'ai découvert dans ce dossier que tes enfants souffraient de crises d'angoisse en raison de ton absence. Toi qui les sécurisais,
toi qui montrais l'exemple, à travers tout le travail que tu faisais pour tous ces jeunes, à travers le sport en l'occurrence, je pense au foot. Et ça, c'est impardonnable. Parce que ils savaient très bien qu'ils allaient faire des victimes collatérales innocentes qui étaient ta femme et tes enfants. Et c'est là où je me dis quand même que la dissidence, c'est bien beau d'entendre Abdel. Tu as fait une remarquable émission encore, je crois, il y a 2 jours, sur TV ADP. Et on saluera notre ami Eric Montana pour t'avoir donné cette opportunité. Mais là, franchement, on applaudit des 2 mains. Très bien. Oh, Abdel, il a fait ceci. Oh, Abdel, il a fait cela. Mais Abdel l'a toujours payé de sa personne. Pourquoi je l'ai invité aujourd'hui ? Parce que lui, il est en corrélation entre ses propos et ses actes. Alors, ce n'est pas de la flagornerie, parce que j'aimerais bien le dire à beaucoup d'autres d'entre vous. Mais malheureusement, il y en a très peu qui peuvent se vanter d'avoir payé de leur personne. Quand j'ai invité Stéphanie Gibaud, qui l'invite aujourd'hui ? Il est question de 40 000 fraudeurs. Voilà des vrais sujets qui sont aujourd'hui au poste de pouvoir. Quand j'ai invité, du moins Nexus, et je remercie 1000 fois cette chaîne, Martine Donnette et Claudio, il est question de 418 milliards. Des permis de construire donnés illégalement, avec des magistrates qui ont changé les dates officielles, de documents pour faire des prescriptions, et donc des faux, que l'État peut récupérer à l'endroit des grandes surfaces, parce qu'il nous les doit toujours. 418 milliards, c'est juste en région PACA. Qui les invite ? Qui se soucie d'eux ? J'ai invité notre ami Thierry Kabil, dont d'ailleurs elle aura la prochaine émission, ce sera lui pour la 2e fois consécutive, puisqu'on fera trois émissions l'une à la suite de l'autre, concernant le don d'organes. L'homme que j'ai aujourd'hui la chance d'inviter, il a eu l'état d'esprit, la pertinence de donner la parole à quelqu'un comme Thierry Kabil. Où vous êtes aujourd'hui ? Vous êtes là à tweeter, à marcher derrière Philippot, je pourrais citer tant d'autres, et vous croyez que vous allez changer le monde ? Vous faites croire, vous paralysez une grande partie de la dissidence et des mouvements alternatifs, parce que vos égos dominent tout. Quand on est dans la quête de la justice, quand on est dans la quête de vouloir à ce que chacune et chacun ne soit plus victime d'injustice, c'est pour ça que j'invite Abdel Zahiri aujourd'hui. Voilà. Et j'ai pas honte de le faire, et je suis fier de me dire son ami. Voilà. Et quand moi j'ai eu à connaître la situation inverse, c'est le premier qui n'a pas hésité à me tendre un micro, comme l'ont fait Nexus par ailleurs avant. C'est pour ça que je trouve capital de voir l'injustice qu'il a commis, que je trouve capital l'injustice dont il est victime. Vous devez tous connaître l'histoire d'Abdel Zahiri. Vous devez tous aujourd'hui demander des comptes à ce criminel qui est ministre de la Justice. Moi, je le dis publiquement. Monsieur Darmanin, vous êtes un raciste et un criminel. Vous faites des faux en écriture. Vous vous asseyez sur des principes constitutionnels, qui plus est le principe du contradictoire. On voit des policiers aujourd'hui, et c'est pour ça et je comprends pourquoi autant démissionnent, faire ce qu'ils ont fait, découper des phrases de ci, de là, de créer un coupable, comme on a vu dans le film un homme dans la ville de Melville, si mes souvenirs sont bons, où cet échange avec Jean Gabin et Michel Bouquet, le commissaire qui veut absolument emprisonner Alain Delon, et Gabin qui dit « Mais méfiez-vous parce que vous êtes en train de créer un coupable ». On a créé un coupable dans la personne d'Abdel Zahiri. Donc, mon cher Abdel, il faut que tu saches que, en tout cas, pour ma part, et puis je suis très heureux de t'avoir invité à Nexus, je voudrais que ces 20 dernières minutes de notre temps imparti te soient entièrement consacrées, puisque, comment dire, je sais ce que c'est pour le vivre lorsqu'on porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en l'éloignant de ses parents. Je sais ce que c'est. Il y a plein de mamans plaignantes, pleines de courage. D'ailleurs, j'invite les hommes, parce que j'en vois pas beaucoup, à se battre contre la pédocriminalité et à venir à leur secours. Mais j'ai tout vu dans ton dossier. J'ai tout vu. L'islamisme, la radicalité, l'antisémitisme, le terrorisme. J'ai tout vu. Et il n'y a rien de vrai. Et en fin de compte,
C'est très dur de l'avouer, c'est très dur de se le dire. Non seulement nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes un état où aujourd'hui il y a un racisme d'État contre les musulmans. Il faut le dire, depuis la signature de Macron des lois antiterroristes, l'homme qui vous parle a été fiché S. Et si nous ne comprenons pas l'affaire Abdel Zahiri, si nous laissons à l'État cet homme, qui d'ailleurs, je tiens à rappeler, on lui a tout interdit, son droit à la liberté d'aller et venir, son droit à préserver l'intérêt supérieur de ses enfants, son droit à être, son droit au travail, son droit à avoir une identité. Cet homme, on lui a supprimé son identité. Est-ce que vous réalisez, ceux qui nous écoutent, c'est quoi d'être sans identité? Aujourd'hui, vous la ramenez, vous braillez, vous vivez, vous discutez, vous jouez, vous pleurez, mais vous êtes quelqu'un. Cet homme, il est arrivé dans un pays où il a rarement mis ses pieds, il a rarement vécu, si ce n'est pour des questions touristiques, et ce, de temps en temps. Et en même temps, c'est tout à l'honneur de ce douanier marocain d'avoir perçu l'infamie commise par des policiers français et par le ministre de la Justice française. Alors il faut qu'ils comprennent très vite, ces gens-là, en l'occurrence M. Retailleau, qui assume toutes les tricheries actuelles, et puis on le voit très bien vis-à-vis de, en l'occurrence de l'Algérie, qui n'a pas géré des problèmes franco-français. Tout ça, c'est lié à la liberté d'expression. Alors ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils sont libres, qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent... en réalité, non. Non, parce que, vous voyez, la DGSI, ils sont capables de faire... Alors, je l'ai là. Ils sont capables de faire des torchons. Il y a 300 pages qui suivent ça. Parce que Abdel, c'est comme ça que on va se relancer. C'est une fois au Maroc que Abdel et son avocat, écoutez bien ce que je vous dis, donc c'est une fois expulsé sans identité, que Abdel et son avocat vont connaître les pièces du dossier et vont découvrir les 300 pages d'immondices de ces menteurs. Donc Abdel, il y a déjà une question qu'il y a beaucoup de gens se posent, c'est comment se passe ta vie au Maroc? Parce qu'en l'occurrence, je pense que ça n'a pas dû être facile vu que tu n'avais quasiment pas de famille là-bas. Donc tu as été, en plus de cette sans identité, voué à une certaine précarité. Écoute, moi quand je suis arrivé au Maroc, j'ai été dans le désarroi total puisque je ne connais personne. C'est-à-dire que même si j'ai une famille au Maroc, je ne sais pas qui c'est. Moi, j'ai été coupé très court du Maroc puisque mon père et ma mère, en gros c'est mon père, il est parti se remarier et je ne sais pour quelle raison, paix à son âme, il nous avait interdit le Maroc. On était menacés par mon père au Maroc, comme ma mère. Et pendant plus de 15 ans, je crois même 17 ans, je ne vais pas y mettre les pieds. Jusqu'à en fait que mon père soit très malade et que j'arrive 2 semaines avant qu'il meure. Mais j'ai passé une semaine. C'est-à-dire que moi, je ne connais ni le Maroc, ni de long, ni de large, ni de travers. D'accord? Donc j'ai été mis dans un pays que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Quand j'ai été viré, on a appelé à une personne que j'avais aidée en France, qui était au Maroc, qui m'a aidé, on va dire, au début. J'ai dormi dans une cave pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, en attendant, parce que j'avais tout misé sur le procès judiciaire. Donc j'ai pris un avocat, payé 5 000 €, et j'avais tout mis là-dessus, parce que je me suis dit, non, mais ils vont me ramener, c'est pas possible. Je ne vais pas rester là. Et pendant les 4-5 premiers mois, je me suis consacré à la défense du dossier avec un avocat de Paris parce que je venais de prendre compte du dossier, quoi. Et en fait, tout le dossier était mensonger, mais il fallait décortiquer tous les mensonges et il fallait montrer toutes les preuves. Ça a pris des heures et des heures et des heures. Et au bout d'un moment, j'étais trop à la rue, trop dans la galère. Et c'est là où j'ai, entre parenthèses, des gens m'ont dit, il faut absolument que je fasse une cagnotte. J'ai dit, je peux pas faire une cagnotte. Et c'est là où j'ai fait en fait des émissions, c'est-à-dire je continue à faire des émissions. J'ai demandé aux gens pour me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne et tous les mois, vous participez à ce que vous voulez. Puis moi, je vous fais des émissions. Donc j'ai créé tout un monde
privés, VK, Telegram, etc., dans lequel je recevais des personnes comme toi. Je te remercie parce que c'est grâce à ça aussi que les gens ont eu de l'intérêt pour nos chaînes. C'est qu'on a reçu des personnes comme toi qui venaient un peu faire l'actualité du jour ou nous expliquer un peu les problèmes, etc. Et du coup, les gens, ils ont dit, ben voilà, au lieu de donner de l'argent comme ça, ben, j'anime une émission comme un journaliste et puis vous soutenez. Et puis, ben, j'ai pu comme ça avoir à peu près 350 euros par mois et j'ai pris un appartement que je loue à peu près à 340, enfin plus par mois. C'est-à-dire que j'ai pu, avec mes émissions, payer un appartement. Donc, je me suis logé, mais après un an d'expulsion. C'est-à-dire que quand j'étais au Maroc, pendant un an, je dormais à droite à gauche. Voilà. Et au bout de, il y a à peu près un an et 2 mois exactement, c'était en décembre, pas celui, mais décembre dernier, j'avais pris un appartement et depuis, je suis là-dedans. Donc la vie au Maroc, pour moi, c'est une vie, c'est comme une prison en fait, mais libre. C'est-à-dire que je suis là, mais je n'ai aucune vie au Maroc, volontairement, d'abord parce que je ne voulais pas me résoudre à lâcher prise aussi facilement. Je voulais me battre. Et ça n'aurait pas été cohérent d'avoir une vie au Maroc, de refaire toute sa vie au Maroc, parce que le Maroc est un pays formidable comparé de là où on vient. C'est-à-dire que là, nous, on vient, on voit que psychologiquement, ils nous ont atteints. Ici, c'est beaucoup plus calme, la qualité de vie est autrement, la nourriture est pas chère, elle est de meilleure qualité, les gens sont tranquilles, tu n'as plus les islamophobes, tu n'as plus tous ces trucs-là. Franchement, la vie, elle est tranquille. Mais moi, j'étais un militant. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui me l'a coulé douce. Donc, je suis là, mais les enfants, comme tu as dit, c'est la chose pour moi la plus sensible. Parce que pendant que j'étais ici, j'ai un fils à qui on a enlevé un rein. Normalement, dans les procédures du genre, j'aurais pu rentrer en France s'il y avait une nécessité là-bas, comme mes enfants. Vous savez ce qu'ils ont dit pour ne pas accepter que je revienne en France? Je leur ai fourni un certificat médical du docteur de l'hôpital d'Avignon. Ils ont dit le certificat ne semble pas authentique. Ils m'ont refusé mon retour pour être auprès de mon fils à qui on enlève un rein et qui va passer 6 mois entre la réanimation, rééducation. Rééducation et tout ça. Ils vont me dire le certificat médical ne semble pas authentique. Et là, ils savent que je vais devoir encore mettre 5 000 euros pour refaire une autre procédure. Et en gros, c'est voilà comment ils te font galérer dans des procédures judiciaires où tu te ruines parce que dans la réalité, ils n'avaient qu'à appeler à l'hôpital. Allô, docteur, oui, est-ce que vous allez opérer, enlever le rein? Oui, ok, bon, ben c'est bon. Ben, ils ne l'ont pas fait. Donc, quand j'arrive en appel, il faut remettre 5 000 euros, évidemment. On est ruiné. On n'a pas les sous, on n'a pas les moyens. Et ben, du coup, ben, on est obligé de se dire qu'il faut attendre les procès. Donc, j'ai eu un procès en septembre. Le procès était négatif pour moi. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas assez démontré la présence de ma famille en France. C'est-à-dire que toute ma famille est en France. Ma mère, mes 6 frères et sœurs, mes 13 neveux et nièces. Que dit la première instance en France? Elle ne dit pas que je suis un antisémite. Elle ne dit pas que je suis un mec qui va faire des attentats. Elle dit que je n'ai pas assez prouvé la présence de ma famille en France. Là, tu te dis, se foutre ta gueule, vraiment. Donc, je refais appel en montrant que toute ma famille est en France et on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'attends l'appel. Et ensuite, il y a la Cour européenne des droits de l'homme où là, je ferai sûrement appel à vous tous, puisque une Cour européenne des droits de l'homme, c'est 10 000 euros, je crois, minimum, que je n'ai pas. Mais à ce moment-là, ça veut dire soit je laisse tomber, ou soit j'essaie de trouver un bon avocat, 10 000 euros, et d'aller plaider ma cause, au moins jusqu'en haut. Ça, je le dois un peu par rapport à mes enfants et par rapport aussi à tous les gens en France pour dire que moi, j'ai toujours eu de la détestation de ces gens qui nous dirigent, qui nous gouvernent et de ce système qui est. Et c'est vrai. Pour moi, la République, c'est une mascarade de faire croire que le peuple est libre. Et en vérité, derrière, c'est tous des réseaux, et notamment le réseau sioniste, et que moi, j'appelle même kabbalistique, parce que carrément, on a l'impression que c'est qu'il y a un côté religieux non assumé qu'ils ont derrière. Et ça, oui, je les déteste. Je déteste tous ces gens qui nous font croire que c'est nous qu'on dirige et que alors que c'est eux. Et que tu mettes la droite ou que tu mettes la gauche, ça change rien. Donc c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je déteste la France ou que je déteste l'idée de vivre dans un pays comme la France avec une démocratie, etc. Mais vivre et être gouverné par tous ces gens qui sont
qui sont dans la corruption, qui sont dans le mensonge, etc., moi, j'ai pas supporté quand j'étais en France, mais je l'ai fait de façon démocratique, c'est-à-dire que je déclarais mes manifestations, j'ai fait des émissions qui étaient dans le respect, et je n'ai jamais été condamné ou poursuivi pour ça. Alors la question, c'est, est-ce qu'on est dans une milice politique, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une police politique, c'est-à-dire que là, sous prétexte qu'on est des étrangers, mais on a quand même vécu 39 ans en France, on a quand même cotisé en France, on a quand même eu toute notre vie en France, on a fait nos écoles en France, on s'est marié en France. Est-ce que tout ça, ça vaut plus rien lorsqu'on est étranger? Ou est-ce qu'il y a encore un état de droit? Et Darmanin, clairement, dit qu'en fait, les étrangers, ils n'ont plus leur mot à dire sur quoi que ce soit, que la Constitution elle n'est plus valable. Et c'est ça qui est symptomatique de mon expulsion et de ma déportation, c'est que ils sont capables de bafouer toute la Constitution française sans que finalement ça ne fasse réagir la population et le peuple. Du coup, petit à petit, elle se met en place cette dictature. Et c'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Et ensuite, on a vu avec les mouvements Gaza, on a vu que là, on a criminalisé des gens qui en avaient marre de voir des gosses se faire exterminer. On est un des rares pays, d'ailleurs, je le rappelle, où le ministère de l'Intérieur, avec validation de notre président de la République raciste, qui est Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas hésité à décrire les gens d'origine auprès du journaliste Valeurs Actuelles Louis de Raguenel comme étant des bougnoules et des crouilles. Et par la suite, ça va être rapporté qu'il emploierait auprès d'un des journalistes du JDD, Geoffroy Lejeune, l'expression rabzouz pour parler des Français d'origine, et Mamadou pour parler des gens qui auraient la couleur noire. Manifestement, c'est un président extrêmement raciste, plein de haine. Je cherche même pas à l'excuser, quand bien même je sais que lui-même est un enfant victime d'un pédocriminel. Ça n'empêche pas qu'on ne peut pas être à la tête d'un pays et avoir une haine raciste que n'ont pas les Français dans la vie de tous les jours, au quotidien et ailleurs. Donc je comprends qu'ils exaltent les haines par peur d'être dégagés par le peuple. J'ai vu un article du journal Le Monde du 3 août 2023 dans ce sens. Oui, il y avait une possibilité pour moi ici, parce que je fais des émissions et je suis très critique à l'égard d'Israël. Il y a mais moi, la ligne rouge que je me suis donnée, c'est que c'est ça qui est tout à ton honneur. Je ne laisserai ni le Maroc ni personne, c'est-à-dire aller jusqu'à mon niveau intime, c'est-à-dire de ce que je ressens au fond de moi. Israël est une saloperie. Et je dirai toujours qu'Israël est une saloperie. Et si le Maroc ou je ne sais quel autre pays devait m'enfermer pour cette phrase-là, alors j'irai subir tout leur enfermement, toute leur torture et tout ce qu'ils pourraient faire. Pourquoi ? Parce que je ne pourrai jamais dire qu'Israël n'est pas une saloperie. Ce que fait Israël et ce que est Israël, c'est la honte de l'humanité. Et le Maroc ne m'a jamais, ici en tout cas, je n'ai jamais été inquiété, je n'ai jamais eu de problème. C'est là où c'est tout à l'honneur. C'est là où c'est tout à l'honneur. Et c'est vrai que je le constate, que ce soit bien au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, je constate quand même que les fondamentaux de la liberté d'expression semblent bien plus respectés. En tout cas, on n'établit pas des faux pour faire condamner quelqu'un. Je n'ai jamais vu ça au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Et c'est devenu un sport national en France, c'est dire le degré de corruption qui existe en France, et tous les Français sont en danger. Et c'est ça qui est plus fou. Je suis plus libre à faire des émissions. J'aurais été en France avec ces émissions-là, j'ai été inquiété. Tu l'as été inquiété. Tu as été inquiété pour ces émissions en France. Et ici, je fais des émissions depuis 2 ans, depuis que j'ai été viré, tous les jours, pratiquement tous les soirs, et je n'ai jamais arrêté de dénoncer les horreurs que fait que l'État sioniste et la domination de tout ce mouvement. Et rappelons que pendant très longtemps, la normalisation des relations entre la France et le Maroc, elle est toute récente. C'est dire comme quoi, quand bien même, moi je pense qu'il doit quand même persister une défiance des autorités marocaines, comme actuellement des autorités algériennes. Et là, je peux les comprendre, parce qu'on a carrément un ministre de l'Intérieur qui s'en prend à un État souverain qu'est l'Algérie, et aussi de la part de nos amis tunisiens, qui, je rappelle, ont boycotté la réunion de la francophonie en France, parce qu'ils savent qu'est ancré aujourd'hui au cœur de nos institutions
régalienne, la police, la justice, un racisme systémique à l'endroit des gens qui portent un nom en consonance, mais pas seulement à l'endroit des Français qui contesteraient les dérives de ce pouvoir qui est de plus en plus dictatorial. Non, mais en tout cas autocratique. Et c'est vrai que ça pose énormément de questions, mais je voulais vraiment le rappeler parce que oui, parce qu'en fait, que ce soit le Maroc, Mourad, ils ont des lois, c'est ça le problème, c'est que nous, on n'aurait pas critiqué Macron si on met dans la Constitution française, on ne fait pas l'hypocrite et on dit que vous n'avez pas le droit de parler de ça, pas le droit de parler de ça, pas le droit de parler de ça, au moins c'est honnête. Le problème, c'est que tu arrives ici au Maroc, on te dit, on ne touche pas au royaume. Ok, on connaît la règle. Oui, mais en France, c'était la liberté d'expression. En France, c'était Charlie, le droit de blasphémer, le droit de mettre un prophète nu devant tout le monde, le droit de dire ce que l'on veut. Alors nous, quand on fait nos émissions, quand on est en France, on n'a rien fait de mal. Alors, moi, je ne comprends pas. Les gens qui s'amusent à critiquer, que ce soit le gouvernement algérien, etc., ils ont mis des lois, ils ont dit à tout le monde, on ne touche pas à l'État, on ne touche pas au sacré. Eh bien, à nous d'être en conscience, de savoir ce que l'on veut faire ou pas. Celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Mais moi, je suis en France. En France, on m'a dit, tu as la liberté d'expression. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils essayent de travestir mes paroles. Par exemple, ils disent un truc, tout le monde dans le dossier, ça aussi, ça, c'est les conclusions. Les conclusions sont quand même abjectes. Qu'est-ce qu'ils disent dans les conclusions? Ils disent, Monsieur Zahiri tient des propos incitant la commission d'agissements violents à l'encontre de la communauté juive et des institutions françaises. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ici, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il dit ça? Je ne tiens rien. Tu descends un peu en bas. Monsieur Zahiri ne se contente pas de diffuser des thèses antisémites et antisionistes. Il met antisémite au départ, il met antisioniste. Mais ça, c'est l'État qui dit que c'est antisioniste. Normalement, c'est à la justice de dire si je suis antisioniste ou pas. Or, la justice, elle ne dit pas que je suis antisioniste puisqu'ils ont essayé de me faire un procès pour antisémitisme. La justice a dit non, non-lieu. Sur la frise de Avignon, par exemple, et sur la frise que Attali y était en marionnette, et une autre. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi, en premier lieu, ils disent que dans mes émissions, j'avais un casque anti-émeute et une mitraillette en plastique. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ça faisait 1 an et demi que je faisais des émissions avec une mitraillette parce que Macron a dit on était en guerre. Donc j'ai mis un casque, j'ai mis une mitraillette, j'ai mis un marteau. Et ouais, Macron, il a dit on est en guerre. Donc moi, j'ai fait un jeu de rôle là-dessus. Et en deuxième lieu, M. Zahiri multiplie des supports par lesquels il incite les auditeurs au discours à la haine à l'encontre de la communauté juive. Donc on revient toujours à la communauté juive. Donc qu'est-ce qu'il me reproche? En fait, il me reproche une chose qu'il faut que je dise une bonne fois pour toutes. J'ai été un militant antisioniste et pas antisémite. J'ai pu démontrer par des nombreuses émissions que j'ai fait la différence entre le sionisme et l'antisémitisme. Et en vérité, mon problème, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on va toucher presque 1 million de personnes par soir. À un moment donné, je suis entre 100 000 et 913 000 vues par soir dans mes émissions. Et ces émissions-là, elles vont justement montrer qu'il ne faut surtout pas être antisémite et qu'il ne faut pas mettre les juifs dans la même case que les sionistes. Que les juifs, c'est un peuple, c'est les gens du livre, c'est une nation, c'est une religion, mais que le mouvement sioniste, c'est une idéologie. Et comme on le faisait brillamment, et comme on avait réussi à démontrer qu'en fait, on n'est pas en train de dire ils se cachent derrière la religion juive, mais ils font l'inverse de la Torah. Ils font l'inverse de toute une communauté juive qui les combat eux-mêmes, que ce soit Nature et Carta, que ce soit les juifs orthodoxes à New York, ou que ce soit toute une partie des juifs que nous avons en France, comme Michel Colomb et d'autres. C'est-à-dire que nous, justement, on s'inscrivait dans le fait de ne pas mélanger les juifs et ce qu'ils sont. Eux, c'est une idéologie de domination suprématiste. Et ils se cachent le fait qu'on est en train de dévoiler ce que c'est que le sionisme, les gens qui doivent gouverner et qui doivent avoir le contrôle partout, ils se cachent derrière le fait qu'en fait, parce qu'ils sont juifs. Or, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que je n'ai jamais parlé de juifs. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé de rapport à la communauté juive ou à la religion juive, mais que j'ai toujours parlé de la Kabbale ou du reste du Talmud, par exemple, de Babylone. Et c'est là qu'ils me le font payer. Et c'est ça la réalité. Quand ils disent, en fait, ils poussent à la haine des Sions. Oui, le mouvement sioniste est une idéologie comme le nazisme. Et eux, ils disent, c'est pas la haine en plus, c'est j'avertis de ce que c'est que le sionisme. Et eux, ils disent, ils poussent à la haine des juifs. Et c'est comme ça que la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dresses contre l'ordre, c'est simple. Pourquoi ils peuvent venir à la télé et dire faire de l'apologie terrorisme?
Pourquoi à la télé, nous avons que des pro-Israël? Pourquoi? Ben parce que nous avons un mouvement sioniste qui a pris le pouvoir en France. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. Mais quand c'est des autres qui le disent, ils risquent rien. Et quand c'est Abdel Bougnoul, l'étranger, mais qui le dit de façon si brillante, eh ben lui, on va lui faire payer. Et donc, moi, on me fait payer le fait de dire simplement ma liberté d'expression et de dénoncer pour l'amour de la France. Parce que ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que moi, j'étais un étranger. Je suis avec un mec avec une carte de séjour. Mais quand j'ai demandé ma nationalité française, ils ont dit non. Quand à 22 ans, j'ai demandé ma nationalité française, ils ont dit non. Donc moi, je n'arrive pas en tant que troublion de fait. Je suis engagé depuis que j'ai 16 ans. Je ne suis pas engagé que contre le mouvement sioniste. Je me suis engagé auprès des jeunes. Je me suis engagé dans des mouvements syndicaux. Je me suis engagé même dans des mouvements politiques à l'époque avec le NPA. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Je ne fais pas de fixette sur le mouvement khazar-sioniste. Le mouvement khazar-sioniste, il est arrivé quand on a commencé à parler de l'élite mondiale. On a commencé à voir que cette domination, ce projet-là, un gouvernement, etc., a été mis en place, ou en tout cas on en a fait la promotion dans les mouvements sionistes dans les années 1870. Donc, ils me reprochent ça et ils me font payer ça. Et moi, je veux juste que les Français ils sachent bien ça. Ça n'était pas contre la France ou les Français. Mais par contre, ces institutions qui sont complètement pourries et corrompues, ces hommes politiques qui sont complètement à la botte de tout un système derrière, ben oui, je les ai dénoncés, mais je pense que c'est le propre de toute personne qui aime ce pays. Eh ben, il doit dénoncer ces gens-là. Et Darmanin est venu, et au lieu d'utiliser la justice pour montrer qu'il avait raison, il va utiliser le mensonge et il va utiliser les coups bas. Et voilà pourquoi donc je suis au Maroc. Et évidemment que ma famille me manque, tout le monde me manque. J'ai l'impression d'être perdu dans ce pays-là, c'est-à-dire je ne sais pas du tout quoi faire ni où aller, mais je sais une chose, c'est que je ne regretterai jamais tous les combats que j'ai menés, même s'il m'a envoyé dans une tombe. En tout cas, Darmanin, il nous regarde. Bah, il va regarder l'émission, forcément. Aucun regret. La DGSI, vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour votre pays. Vous êtes là pour protéger le pays. C'est honteux ce que vous faites. Et tous les gens qui sont dans ce système-là, c'est une honte. Et c'est des Arabes, des bougnouls, comme vous aimez les traiter, des musulmans qui viennent se battre pour un pays que vous avez donné à tous ces rapaces et à tous ces gens qui eux-mêmes sont en train de le foutre au sol. Donc la honte, elle est sur vous, elle n'est pas sur moi. Et je m'adapterai où que je sois, que sur Mars, au Maroc, n'importe où, je m'adapterai, mais vous serez... En tout cas, on peut remercier le fait qu'au Maroc, tu n'aies pas à être ostratisé et être victime d'un faux procès. Ça, au moins, et respecter ta dignité d'homme, et c'est très important, puisque manifestement, ce n'est pas l'État marocain qui t'empêche de faire tes émissions. Premier point. Deuxième point, je renvoie à tous les articles de Mathieu Suc de Mediapart concernant la DGSI, qui constitue tout un chapitre qui s'appelle « Les ripoux de la DGSI ». On voit que des policiers habilités secret défense sont impliqués dans des attentats, sont impliqués dans des assassinats, sont impliqués. Donc on se demande vraiment dans quel pays on vit. Troisième point qui est très important dans ce que tu as dit, je tiens à le rappeler. Moi je suis pas seul. Mes grands-oncles ont combattu avec l'uniforme français en 39-45. Et c'était plutôt avec eux deux qui sont revenus. Et ils terrifiaient littéralement les Allemands quand ils étaient, puisqu'ils étaient en première ligne. C'est ça qu'il faut rappeler aussi à tous ces jeunes, que Macron, le raciste, que M. de Retailleau, le français de papier, et que Moussa Darmanin, qui voudrait nous faire croire qu'il est la race pure de ces Français de souche. Il faudra qu'il nous explique sa généalogie familiale. Je tiens à rappeler à tous ceux qui sont traités aujourd'hui de Mamadou, de Rabzouz, de Bougnoul, de Crouille, en vous respire le souffle d'un soldat, de quelqu'un qui a eu à porter l'uniforme français face à l'ennemi, qui, tous les grands mots d'aujourd'hui que vous entendez dans la bouche de certains, même des racistes, lorsqu'ils parlent de souveraineté, n'oubliez pas que dans leur souffle, il y avait la volonté de défendre la souveraineté de la France, de défendre ce qu'était ce pays, ses valeurs et même sa culture. Et quand j'entends aujourd'hui certains nous faire ce reproche-là, laissez-moi un peu rire, il suffit de voir leur constitution physique pour comprendre qu'ils seront rarement en première ligne et qu'ils incitent les Français aujourd'hui à faire une guerre civile contre d'autres compatriotes français parce qu'ils seraient de confession musulmane. Je dis à tous ces jeunes, ne l'oubliez pas,
refaites revivre en vous le souffle de ce soldat. Parce qu'on vous respectera et on foutra, je dis bien, à la porte des blédards comme Darmanin, des Français de papier comme Retailleau, des racistes bougnoules comme Emmanuel Macron. Et ça, c'est très important, parce que si, et je reviens sur les notions de droit, Abdel Zahiri, qui a été présenté comme un danger, un trouble à l'ordre public, qui a été présenté comme un danger impérieux. Il faut que vous sachiez que dans le droit français, j'en ai parlé avec des avocats, normalement, si cette position du ministère de l'Intérieur était ce fameux postulat de danger à l'ordre public, il aura fallu que M. Zahiri, que j'ai aujourd'hui comme invité, soit mis en examen pour apologie du terrorisme. Parce que, soi-disant, il est accusé de soutenir des terroristes et c'est repris à plusieurs reprises dans les notes blanches et dans le bulletin du ministère de l'Intérieur. C'est l'article 421, 2 jusqu'à 5 du Code pénal. Deuxièmement, M. Zahiri, que j'ai en face de moi, s'il était réellement cette personne dangereuse pour l'ordre public, on aurait dû le poursuivre, à minima, pour financement du terrorisme. Parce qu'on l'accuse de participer à des soutiens de prédicateurs islamistes. C'est aussi repris dans les notes blanches et dans le bulletin du ministère de l'Intérieur. J'ai tout lu. C'est l'article 412, 2-2 du Code pénal. Et enfin, si M. Abdel Zahiri était réellement le monstre qu'on aurait voulu, enfin du moins que le ministère de l'Intérieur a présenté aux magistrats, il aurait fallu le poursuivre à minima pour participation à une association en vue de la commission d'un acte de terrorisme. C'est une accusation, je rappelle, qui est dans le bulletin du ministre de l'Intérieur, puisqu'on l'accuse d'avoir participé à des groupements violents pour renverser l'État. Ce qui est absolument faux, Abdel vous a démontré le contraire, c'est qui est l'article 421.1 du Code pénal. Donc ce que je viens de vous citer, c'est si moi je le sais, les juges qui l'ont jugé le savent. Et surtout, en premier lieu, M. Darmanin, son secrétariat général et toute sa bande de malfrats. Parce que ça, en France, et j'en sais quelque chose, pour avoir eu à étudier ce genre de questions, la DGSI et le parquet antiterroriste, s'ils peuvent encore s'appeler ainsi que il y a un service qui s'appelle le service d'instruction spécialisé au tribunal judiciaire Paris. Il est clair que si tout ça était susceptible d'être commis, il aurait été déféré devant ce qu'on appelle un magistrat instructeur. Abdel, une question. As-tu été déféré devant un magistrat instructeur ? Jamais. Voilà. Donc vous voyez, en conclusion, nous avons affaire, et c'est pour ça qu'il est important de refaire ce procès, à une véritable victime d'un système corrompu et criminel dont à la tête, il y avait l'ancien ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui le ministre de la Justice. Je l'appelle Moussa Darmanin el Blédar. Et s'il m'entend, je l'invite à porter personnellement plainte contre moi. J'assumerai l'entièreté de la défense du dossier d'Abdel Zahiri, victime expiatoire de cette bande de malfrats corrompus qui ont établi une véritable mafia à la tête de l'État français pour, je l'ai dit bien, parce que ça nous concerne tous, s'en prendre à la liberté d'expression. En tout cas, écoute Abdel, je voudrais te laisser le mot de la fin parce que j'ai une pensée particulière non seulement pour toi, mais aussi pour toute ta famille, ta femme et tes enfants qui aspirent, je l'espère, à ton retour prochain. En tout cas, moi, je fais partie de ces gens qui disent publiquement que jamais tu aurais dû être expulsé du territoire français. J'invite ce gouvernement et ce pouvoir, cette mafia crapuleuse de virer les véritables terroristes et puis d'arrêter de s'associer à eux. Et puis j'enjoins bien sûr le ministre de l'Intérieur actuel, M. Retailleau, de prendre toutes les mesures pour permettre ton retour sur le territoire national. J'espère que dans ce sens-là, je serai soutenu par tous les dissidents, que d'autres t'inviteront exclusivement, non pas pour refaire une revue de presse que tu fais remarquablement bien, et je t'invite à continuer à le faire, parce qu'on apprend tous de toi, mais surtout à t'inviter en tant qu'homme, en tant que père de famille, parce que, je l'avoue, je ne connaissais pas l'entièreté de ton dossier. Je te remercie encore une fois d'avoir eu la confiance de me le transmettre. Je ne vois que corruption, que trahison, parce que quelque part, nous tous, Français, nous sommes trahis quand un citoyen français
ou étranger vivant en France et, comme certains aiment dire, assimilé, mais j'ai envie de dire, tu étais un militant associatif et caricatif de très grande tenue, avec beaucoup de principes. Moi, j'ai jamais entendu les enfants footballeurs au sein du club des cheminots de la commune d'Avignon, si j'ai bien retenu le dossier, se plaindre. Au contraire, tu leur manques à tous, à toutes et à moi-même. Donc, si tu voulais conclure, parce que cette émission est la tienne, et puis j'espère qu'on te reverra bientôt, j'espère t'inviter en direct, et on aura un grand cœur de te recevoir ici à Nexus. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir transmis tous tes dossiers. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, on va laisser conclure Abdel. La victime, Abdel. Et contrairement à l'émission on fait entrer l'accusé, aujourd'hui on a fait rentrer la victime. Écoute, merci Mourad, merci Nexus. Vraiment, je suis touché profondément de ce qui a été fait aujourd'hui, puisque c'est la première fois. Et puis même, pour une fois, on a pu parler un petit peu de ce dossier. Évidemment qu'on a esquissé. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 300 pages, c'est 299 pages de blabla. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire ça en une page. On reproche à M. Zahiri de soutenir le terrorisme, et notamment Rémi Daillé, et un blabla autour de Mera. Et on reproche à M. Zahiri d'être antisémite. Ça aurait tenu une page. Dans les 300 autres pages, ils ont repris des publications et ils ont fait le compte-rendu de ce que j'ai fait comme interview. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi? Et en fait, il fallait faire un gros dossier. Il fallait montrer au juge qu'on a quelque chose de costaud. Regardez, il a publié des hommes avec une kippa. Oui, mais bon, on parlait de la morale laïque. Regardez, il a fait un post, il a écrit Allahu Akbar. Ah oui, c'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'ils ont fait 300 pages, mais dans lesquelles 299 n'ont rien de condamnable. Le seul condamnable, c'est M. Zahiri, on vous dit de ça. OK. Alors, moi, je suis d'accord, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait une interview de Rémi Daillé, j'en ai fait une. J'ai jamais fait de réunion avec lui, jamais fait d'entretien avec lui, jamais parlé en dehors avec lui. Alors, c'est quoi mon soutien à Rémi Daillé? Monsieur Zahiri, en plus, il est tellement dans le truc là qu'il a mis un casque, il a mis une mitraillette en plastique. Ben oui, mais ça faisait 2 ans que je faisais ça. Ça faisait 2 ans que je mettais, depuis que Macron en 2020 a dit qu'on était en guerre, moi j'étais, tous les soirs, je faisais des missions. C'est la guerre, les gars. Donc, j'ai un dossier complètement vide que je peux facilement démontrer, c'est-à-dire, je peux carrément montrer tout l'inverse de ce qu'il y a dans le dossier. Mais vous savez ce qui est détestable? C'est que l'homme politique, il s'en fout que je vais revenir en France. Il le sait que je vais revenir en France. Parce qu'il n'a pas la même mise sur tous les pouvoirs judiciaires. Et tôt ou tard, je vais arriver devant un juge, il va me dire, mais bien sûr qu'on va le faire revenir en France. Mais en attendant, lui, il s'en fout que pendant 2, 3 ans, 4 ans, je ne vois pas mes gosses. Il s'en fout que mes enfants ils grandissent sans moi. Vous savez, quand vous avez des enfants qui ont 12 ans et que vous les retrouvez, ils ont 16 ans. Qui vous rend ces 4 ans? Qui va vous rendre toutes ces années-là qu'on a perdues? Je suis obligé de faire des WhatsApp avec eux dans lesquels je vois bien. J'étais tous les jours avec eux autour du stade. J'étais dans leurs entraînements, dans leur scolarité. Et d'un coup, je les vois à travers WhatsApp dans lequel ça va mon fils, ça va mon père. Ben ça, c'est Darmanin. Et ça, je lui pardonnerai jamais. Jamais je lui pardonnerai ce qu'il a fait. Parce qu'on ne rattrape pas ces années-là. Ensuite, il m'a enlevé tout mon univers. Il m'a enlevé de mon travail. J'avais un travail, j'avais un CDI dans lequel je devais passer responsable et toucher 3 000 € par mois. Il m'a enlevé tout mon engagement que j'avais auprès des jeunes. Dont on parle à Avignon en ce moment où il y a un meurtre tous les 2 jours, hein, en ce moment-là. Il a enlevé tout le travail qu'on a fait. Et tout ça pourquoi? Juste pour avoir quelques voix électorales. Juste pour satisfaire un petit peu. Mais ils n'ont pas enlevé des mecs sans papier ou des mecs qui ont commis des crimes ou quoi. Moi, je n'ai pas commis de crime, moi. Moi, j'ai jamais foutu de trucs dans tout ce qui était la délinquance ou quoi que ce soit. Et en fait, c'était ça mon tort. C'est-à-dire qu'on préfère 1000 fois des vendeurs de shit que des Abdel Zahiri. C'est-à-dire des citoyens engagés qui prennent vraiment en bras de corps liberté, égalité, fraternité, on s'engage pour le bien de l'humanité, le bien de notre pays. En fait, ils n'en veulent pas du tout. Pour eux, nous sommes des ennemis de l'État alors que nous, on est en train de faire notre boulot de citoyen. Et ça a été quelque chose de très dur à encaisser. C'est-à-dire que j'ai toujours été à contresens de ce que c'était que la France. C'est-à-dire que j'ai été perdu. J'ai cru qu'on était dans un pays dans lequel on pouvait militer, etc. Et en vérité, c'était faux.
On était dans un pays qui était complètement corrompu et j'ai rien vu venir. Et j'en ai payé le prix fort. Moi, ça a été l'expulsion. D'autres, ça a été, comme Mourad, ça a été les priver de leurs enfants. D'autres, ça a été de les mettre en prison. Bref, tous les gens éveillés et tous les gens qui ne veulent pas se contenter d'être dans cette domination d'une petite élite, eh ben, ils vont en payer le prix fort. Et franchement, j'ai beaucoup de peine de ce que c'est devenu la France et surtout énormément inquiet parce que ma famille vit en France et quand on voit là où elle va la France, franchement, ça fait peur. Donc, je finirai par dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui ont eu une pensée, un message, à tous ceux qui ont été là, à tous ceux qui vont découvrir à travers cette émission de Mourad et de Nexus, qui vont découvrir mon parcours. Ben, merci de tous ceux qui auront de l'intérêt. Et j'espère, parce qu'on va revenir à l'essentiel, Dieu est grand. Ce qui nous fait tenir et ce qui nous a toujours guidés au fond, c'est de vouloir faire le bien. Et ça, Darmanin ne me l'a pas enlevé. Il ne m'a pas enlevé le fait que je pense profondément qu'il fallait le faire et que pour Dieu, ce que j'ai fait et ce que nous faisons tous lorsque nous nous dressons contre eux, eh ben, c'est quelque chose qui sera salutaire tôt ou tard. Et donc, je m'en remets à Dieu et je prie Dieu pour qu'il nous protège et qu'il nous permette d'avoir justice dans ce monde ou dans l'autre. En tout cas, Amin, qu'Allah nous facilite à tous. Merci à toi, Mourad. Et puis, j'espère pouvoir retrouver encore une fois dans cette posture très difficile qu'est la nôtre et de continuer à dénoncer, à dire les vraies vérités de ce que c'est que ce pouvoir et cette République. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, voilà, se conclut cette émission sur des paroles d'optimisme, car il nous faut garder espoir. Moi, je garde espoir que tu seras bientôt ici en présentiel, mon cher Abdel. Je garde espoir pour nous toutes et nous tous que cette mafia au pouvoir cessera par la volonté des Français. Effectivement, vous avez eu à découvrir à travers cette émission, encore une fois, malheureusement, combien la corruption gangrène aujourd'hui notre justice et notre police. Que dire ? Les Français seront confrontés à cette réalité, puisque voilà, c'est l'émission d'Abdel aujourd'hui. Mais combien d'Abdel ? Je pense que... Est-ce qu'on doit se limiter à un nombre ? Y a-t-il un seuil à l'intolérable ? Voilà. Nous avons grandi, pour la plupart d'entre nous qui échangeons, et puis pour ceux qui nous écoutent, avec des valeurs que nous ont transmises nos parents, nos enseignants, qui sont des valeurs propres à la France, des valeurs où l'égalité de droit pour tous. Et ça, c'est ce qui fait la beauté de notre pays. Abdel l'a rappelé en conclusion. Je vous dis merci à toutes, à tous. Merci Abdel. Et puis, ma foi, à très bientôt. Et merci encore une fois à Nexus. Au plaisir. Salut Abdel. Inch'Allah. Inch'Allah.